Alright, we are in. Ouais, mais je verrai pour le prochain, mais à chaque fois, c'est tellement pas ma priorité le truc de record, mais je ferai des économies, c'est certain. Le chat, on va mettre le chat là-bas. Comme d'hab, n'hésitez pas à poser des questions. Merde. Edson. C'est pas Edson. Bon. On se contentera de ça. Est-ce que la vente de couches peut changer une vie? Alors, si tes couches sont un bottleneck, peut-être. Sinon, ça va être compliqué. Alright. Bon, je pense que ça fait un moment. Je préfère même pas regarder la dernière fois que j'ai live. Ça fait un petit moment. Je sais pas si c'était peut-être pendant la guerre. C'était pendant la guerre, enfin, comme si c'était terminé, mais en soit pendant la grosse chute qu'on a eue avec l'Iran. Tout a abandonné. Alors oui, effectivement, j'ai abandonné. C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de taf, Twitter. L'autre Discord aussi où je faisais quelques. Je sais pas si j'ai fait beaucoup de live, vous écrit beaucoup plus. Mais oui, je ne peux que me défendre. Je ne peux pas vraiment me défendre sur là-dessus. On va essayer de faire mieux. Il y a tellement de choses à dire, tellement peu de temps aussi. Et les marchés sont assez fous. Euh, on s'est pris une bulle sur les cryptos, enfin on s'est pris à l'époque, enfin, quand on a commencé déjà, je pense, ceux qui ont commencé 2017, ils ont connu la bulle. L'éclatement, après ils ont eu un crash, on a le droit à une autre bulle en 2020, 2021, 2022. Un autre crash, ça remonte en 2025 sur les cryptos, et puis là t'as le Nasdaq, le S&P, le SOX, on en parlera, qui rentre, j'ai pas envie de dire bulle, on en reparlera si c'est bulle, si c'est pas bulle ou pas. Mais beaucoup de choses, beaucoup de choses se passent. Euh, et ça veut pas dire que c'est simple à suivre, c'est clairement pas simple à suivre. Il y a un momentum monumental sur les actions US. Dès que tu parles sur les small caps, les trucs d'IA, etc., c'est vraiment fou. Du coup, sachant que j'ai moi-même, avec c'était quoi la newsletter, plus le portefeuille un peu plus public que je faisais, enfin public, à partir du moment où tu prenais l'abonnement sur la newsletter, où justement je manageais, on va dire, un vrai portefeuille réel avec les positions et tout. On pourra en reparler après de tout ça. Mais ça prend énormément de temps de creuser tout. Le marché va extrêmement vite. Price les actifs, les sous-secteurs. Alors, vous voyez sur Twitter, hein, les bottlenecks. Qui va trouver le prochain bottleneck sur les photoniques, bottlenecks ou glass substrate. Je sais pas hein, si vous suivez sur Twitter, mais on rentre quand même dans une période où assez folle aujourd'hui. Ça a été encore un exemple assez fou. Je veux dire, on a un S&P qui a fait 0,50%, 0,50% de hausse. L'indice des semi-conducteurs, on fait 6%. J'ai des positions sur mon portefeuille qui ont fait du 30%, d'autres du 22%, d'autres 15%. Enfin, on a une accélération sur des actifs assez thématiques, forcément, IA, robotique et tout, assez monumentale. Qui est extrêmement dur à suivre. Déjà, parce que je suis pas full-time on va dire, sur la gestion de mon portefeuille. Donc, je suis toujours là, quand j'ai du temps, je le fais pour effectivement, performer bien. Deux, pour rendre un peu, justement, ceux qui se sont abonnés à la newsletter, pour leur donner du contenu et on va dire un peu un préambule de ce que je pense. Et ce qui fait que forcément, il y en a qui ont moins de choses qui ont moins de temps. Donc ce Discord-là, et en plus sachant qu'on est quand même pas mal pondéré, on le voit aujourd'hui, hein. Il n'y a pas tant de monde que ça, parce que bon, parce que effectivement déjà je poste moins, et deux, parce que forcément c'est pas trop relaté le crypto en ce moment. Ça fait que vu que c'est pas de la crypto,
le Discord est quand même pas mal plus axé crypto, celui-ci en tout cas. Donc, voilà, moins de choses à dire. Sur le côté crypto, on en reparlera, hein, mais c'est clairement, enfin, vous le savez, hein, c'est clairement pas au centre de la discussion. Avant de parler crypto, avant de parler de mon portefeuille ou autre, on va peut-être faire un tour, on va dire, des marchés, on va dire, assez classiques. Le S&P 500, un peu des news macro et tout. Je vais faire assez rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à dire forcément sur les autres secteurs, sous-secteurs. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou des valeurs, machin. Je me ferai plaisir d'y répondre du mieux que je peux. Pour ce qui est du coup le S&P 500, j'ai envie de dire S&P 500 sous Trump, c'est volatile, mais je sais que la rentabilité est souvent là. C'est plus simple hein, quand le président des États-Unis a un fonds d'investissement géré par sa famille. Il a envie que les marchés montent. Il trouvera des bonnes excuses que c'est pour la souveraineté américaine. La réalité, c'est qu'il le fait aussi surtout parce que il a des positions financières dessus. On ne se cache absolument plus. Hein. Il a fait un accord avec le fisc pour ne plus jamais être poursuivi de sa vie et sa famille et ses amis au niveau fiscal. Donc, l'inside trading, les trucs fiscaux et tout. On rentre vraiment quand même dans le monde de... c'est la fraude totale, hein, mais on va dire on ne se cache plus. Et en plus dans un écosystème où on a une accélération massive des indices, surtout des secteurs effectivement il y a la robotique, qui promet des rentabilités folles, des gains de productivité folles, font que on se retrouve avec un S&P à 7500, alors que dans le Covid on était à peine à 2400, donc en 5 ans le S&P a triplé. C'est assez fou. On se rappelle, hein, normalement, le S&P, en moyenne, bon, on est plutôt autour de 6 ans, mais en moyenne, c'est de 12% par an, il me semble, le S&P. 12% par an. Là, ça fait 6 ans. Donc, 6 x 12, 72. Donc, ça fait quasiment 1 x 2. Parce qu'avec les intérêts imposés, en gros, c'est 74, je crois, la règle des 74. On avait fait 72. Donc, vraiment, dans la moyenne, on fait x2. Et là, on fait quasiment x3. Et on va bientôt taper les x4 en 6 ans. Donc, c'est assez fou. Je ne vais pas dire non plus que c'est totalement bullesque. Je ne vais pas non plus dire que c'est totalement sain. Le Nasdaq tape les 30 000. C'est un peu des chiffres assez fous. Le Nasdaq, lui, il a fait... il va faire x5 bientôt. Mais donc voilà, on est quand même dans une économie où soit l'économie classique, elle tient, il n'y a pas trop de soucis. Mais par contre, on a des investissements massifs, non pas des consommateurs qui se mettent à consommer plus ou autre. Là, c'est vraiment les entreprises ont un cycle d'investissement monstrueux aux entreprises. Une entreprise du S&P et tout avait pour habitude de verser des dividendes, racheter des actions. Il y avait tellement de cash qu'ils ne savaient pas quoi en foutre. Et là, on a le combo de 1, ils génèrent toujours des cash monstrueux. Donc, je parle bien entendu des Max 7, hein, qui génèrent des centaines de milliards de free cash flow tous les ans. Chose qu'elles utilisaient pour 1, verser du dividende. Bon, les gens étaient contents. 2, racheter des actions. Bon, c'est sympa à long terme. 3, réinvestir un petit peu dans leur business plan, dans leur boîte. Mais là, on se retrouve du coup avec l'émergence de ChatGPT et tout, dans une économie où la rentabilité à court terme, on s'en fout. Les dividendes, les actions et tout, on s'en fout. On veut de l'IA, on veut investir massivement dans l'IA. Ils sont pas les seuls, forcément, des centaines de milliards. La Chine aussi, tous les pays en veulent. Et derrière, forcément, il faut scaler la technologie, il faut scaler la supply chain. Et dans une économie où une supply chain, tu as l'habitude de produire, je dis des bêtises, on va dire, l'habitude de produire 100 000 cartes graphiques, 100 000 cartes graphiques, 50 000 barres de barrettes de RAM ou autre. Et on se retrouve à avoir, on va dire, une croissance, un marché assez cyclique de la RAM, de la RAM, des CPU, des GPU et tout, on va dire de la création. Et forcément, avec ChatGPT, le truc qu'il a fait, le côté cyclique, c'est mort.
tout le monde en veut en même temps. Donc, c'est le principe. C'est comme les cryptos à l'époque. C'est à partir du moment où tout le monde en veut en même temps, forcément, ça crée de l'inflation. Et donc, ça crée de l'inflation sur les composants. Mais sans soi, les entreprises, elles s'en foutent de payer plus cher vu qu'elles savent que derrière, il y a la rentabilité. Donc, les entreprises qui augmentent leur prix parce que forcément, la demande est tellement folle qu'elles peuvent se permettre. Donc, ça booste les marges. Plus de marge au rating. En plus de croissance parce que forcément, il y a une demande folle. Donc, on se retrouve en fait dans un cycle où ça fait 20 ans qu'on scale le software. Par exemple, je pense que c'est le software. Donc, ça fait 20 ans que le software, 20 ans, les 20 ans que le software a explosé avec le cloud, etc. Parce que on est passé d'une économie où on écrivait, on avait des vieux trucs Excel et tout, à une économie avec des logiciels beaucoup plus performants qui communiquent entre eux, dans le cloud, tout interopéré. Ce qui était génial, hein, donc qui permettait de stocker énormément de données, de traiter énormément de données pour les entreprises. Mais là, on est en train de leur dire que aujourd'hui, ça fait 20 ans que vous scalez la data, ça fait 20 ans que vous scalez les interopérabilités entre les différents logiciels. On est en capacité de pouvoir, avec l'IA, Claude, etc., donc les LLM, prendre des gigas, terabytes, pétabytes, ce que vous voulez, de vos données, et vous donner une rentabilité extrêmement forte justement sur ces données-là. Que ce soit en termes d'algorithmique pour target des gens, que ce soit en traitement de données pures pour générer des nouveaux logiciels, générer des nouveaux outils, qui permettra toujours, d'avoir une meilleure productivité, deux, de potentiellement virer une partie, parce que arrêtez ça, hein, virer une partie de vos employés. Si demain on arrive à virer la moitié des employés de plein de secteurs, forcément derrière les entreprises, elles doublent de marge et elles doublent ou triplent de valorisation boursière parce que c'est extrêmement bullish. Bon, après forcément il y a la question de si tout le monde est au chômage qui consomme, on va dire ça c'est vraiment, on va dire, plus lointain, on n'en est pas là, mais clairement tout mène à maximisation de la rentabilité des entreprises, peut-être pas à court terme, parce qu'elles dépensent des centaines de milliards, elles se ruent justement sur tout ce qui est logiciel, CPU, mémoire et tout, qui fait exploser les prix, parce qu'elles savent que certes, peut-être les 2-3 prochaines années, ce sera absolument pas rentable. On le voit, hein, les entreprises comme Meta, les entreprises, je sais pas si un Max 7, et si je mets, on va mettre Meta plus Google plus, merde. Amazon, j'en sais rien, quoi, mais Meta, Google, Amazon, on a quoi d'autre? Tu mets Tesla, Nvidia, merci. Après Nvidia, j'ai envie de la retirer de cette catégorie. Vous allez voir pas derrière. Microsoft, merci. Partenaire vous sur ça. On a, bon, j'ai pas envie de dire qu'il doit, pardon, pour un coup avant de m'étouffer. Ton entreprise aussi, laquelle? Entreprise privée. J'aimerais bien. Mais on va dire tous ces méga 7 là qui, du coup, sont les plus gros investisseurs. Enfin, il y a eux, hein, mais après, d'ailleurs, forcément, il y a OpenAI, il y a les Claude et tout, hein, pas tous. Eux se mettent à foutre tout leur argent, justement, du coup, dans la supply chain IA et tout pour acheter les composants. Eux ne sont pas les bénéficiaires directs, justement, de ce gold rush, parce que je vous dis, en fait, ils se ruent. Niveau capex, ils dépensent des milliards, des centaines de milliards, parce qu'ils peuvent se permettre en soi. Mais en tout cas, c'est absolument pas rentable au début, et ça donne pas aux investisseurs d'envie d'investir massivement. Et ils foutent tout leur pognon et l'investissent du coup sur Nvidia. Enfin, Nvidia. La supply chain d'Nvidia. C'est d'ailleurs, je mets hop. On voit, hein.
C'est assez simple. Nvidia est là, Meta est là. Donc Meta, Google, Amazon, certes, ils ont de la rentabilité, mais la réalité, c'est que on va dire, tout l'argent a été donné dans l'IA. Et l'IA étant la quintessence de l'IA étant Nvidia, mais en soi, à l'heure actuelle, Nvidia est devenu tellement gros qu'on a le même phénomène. Donc là, en soi, on a les Max 7 qui investissent énormément dans la supply chain autour de l'IA. Derrière, Nvidia explose en bourse parce que forcément, elle voit une rentabilité, un backlog monstrueux qui est en train de se dessiner. Donc Nvidia gagne énormément. Nvidia devient tellement gros que ça devient même compliqué, on va dire, de la faire bouger. Et du coup, derrière, forcément, Nvidia, elle a promis, elle a un backlog, elle a des livraisons à faire au niveau composant IA. Elle est obligée de matraquer sa supply chain pour qu'il scale, trouver des nouvelles entreprises pour, OK, vous pouvez plus, vous pouvez me donner que, je sais pas, 100 000 de RAM, je vais en prendre 100 000 chez quelqu'un d'autre. Et elle diversifie tous ses partenariats parce que ils sont giga bottleneck sur énormément de secteurs de leur supply chain. Donc on se retrouve à avoir Nvidia qui jette leur argent partout pour acheter, voire même plus cher, les composants à droite à gauche. Et donc derrière, on a des entreprises, du coup, notamment le SOX, qui, on va dire, un ETF sur la supply chain. D'ailleurs, c'est une bonne question. Tac. Donc, SOX, on a AMD, MU, Nvidia, Intel, Marvell, etc. Donc vraiment, il y a un peu le classique de toute la supply chain autour de l'IA. Et encore, je pense qu'il y a encore un ETF qu'on pourrait encore faire en dessous. Mais c'est par exemple, hop, voilà, qui peut, du coup, a pris un peu la main parce que Nvidia est tellement devenu gros que, on va dire, toute la supply chain en cours a littéralement explosé aussi parce que Nvidia jette de l'argent, se met à investir à droite à gauche pour sécuriser sa supply chain. Et donc, tu as tous ces penny stocks là. SOX ne c'est pas que des penny stocks. On va dire, on a la branche encore en dessous qui devient complètement noyée sous l'argent pour scale. Et forcément, même cette couche-là va se noyer sous l'argent sur les autres entreprises. Donc, on a ces entreprises-là. Donc, par exemple, je sais pas, les AEHR, qui sont des toutes nouvelles entreprises qui peuvent faire des choses vraiment assez merveilleuses. Pour ça, il y a forcément LIT, qui est la plus connue pour la supply chain au niveau du photonique. J'en parle même pas des penny stocks qui ont explosé. Silver Semiconductor, qui est passé de 3 à 90. Tu en as même, on va dire, en France. C'est quoi déjà? Je sais même plus. Je sais même plus comment ça s'écrit. Mais Aerial River qui pareil a explosé. Enfin, on a des bottlenecks partout de plus ou moins de choses qui se fait découvrir pour plus ou moins de bonnes raisons. Est-ce que vraiment c'est bottleneck ou pas? Ça, c'est toujours la question. La réalité, c'est que forcément, il y a une vague massive de spéculation qui s'accompagne. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on a la grande question de 1, est-ce que c'est tenable? 2, est-ce qu'on n'est pas, effectivement, on va dire ça rejoint le 1, mais complètement dans l'euphorie. Et donc, effectivement, le constat, est-ce qu'on est dans une bulle ou non? Je pourrais pas vous dire, aujourd'hui, on n'est pas dans une bulle parce que X et Y. Honnêtement, pour moi, nous sommes dans une bulle. La réalité, c'est que le BTC, quand on rentre dans une bulle, la première idée que j'ai eue, c'est pas été de vendre. C'est quand il y a une bulle qui décide. La première idée, c'est pas de se mettre à vendre et à shorter le marché. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. À l'heure actuelle, la demande est là. La rentabilité de l'investissement, faudra voir à l'heure actuelle. Mais étant un gros consommateur de tokens, d'IA, cloud, etc., c'est assez monstrueux. Alors, en tout cas, ce que je fais hors dehors de boulot avec tout ce qui est communauté, je vais vous montrer ce que j'ai build au niveau des portefeuilles et tout. C'est vraiment assez vertigineux. Au taf, j'en parle pas. Étant dans un taf, un des plus gros asset managers d'Europe, ça commence à virer à tour de bras parce que, il y a beaucoup de... On va pas se mentir, dans la vie pro, il y a énormément de bullshit jobs.
Et ces bullshit jobs-là sont facilement remplacés extrêmement rapidement maintenant. Pas parce que forcément l'IA les remplace, c'est juste que ça donne des énormes excuses, très bonnes excuses que les actionnaires adorent, pour justifier des départs massifs d'employés, parce que on implémente de l'IA, donc on devient beaucoup plus lean, on coupe la masse salariale, et forcément les actionnaires, ça les adore. Donc on est rentré aussi dans un moment où c'est on ne coupe pas parce qu'on est beaucoup moins rentable. C'est-à-dire quand c'est cyclique, souvent les entreprises, quand ça grossit, elles embauchent, elles embauchent, elles embauchent, et quand c'est vraiment le cycle se retourne, elles se mettent à virer à tour de bras. Là, on rentre dans une thématique de on scale, on scale, on scale, et on se rend compte qu'en fait, avec l'IA, ou pas forcément avec l'IA, mais en tout cas, ça me donne une bonne excuse, on se met à virer plutôt des gens. Donc c'est un peu le phénomène que je vois. Et ça, c'est une vraie rentabilité. C'est une vraie rentabilité pour l'entreprise. Maintenant, voilà. Il y a de très fortes spéculations sur énormément de titres. Je vous avoue que là, tout Twitter, tout le monde est à plus 100% et tout. Tu vois des 3000%, des 4000%. Et c'est assez vertigineux. Je pense que énormément de gens deviennent très très riches à l'heure actuelle. Mais comme tout révolution et comme tout marché qui monte extrêmement fort, euh, comme avec les cryptos, euh, ça finit toujours par retomber. La question pareille, c'est est-ce que passe son temps à être contre ce marché et à se mettre à shorter? Non. Est-ce qu'on peut prédire la fin? Non plus. C'est pour ça, c'est que c'est à l'appréhension de chacun. L'heure actuelle, je suis encore très très investi sur les marchés US, donc on pourra le voir au travers de mes différentes positions sur le portefeuille. Maintenant, est-ce qu'il faut pas se hedge? Je commence à acheter pas mal de puts à droite à gauche tous les jours. Le problème, c'est ça, c'est que souvent moi j'ai mon bench, c'est le S&P 500. Donc par exemple, si je mets mon portefeuille, tac. Euh, Bon, il n'y a pas de performance d'aujourd'hui encore, mais par exemple, voilà, j'ai un portefeuille qui performe à 58% depuis le début. J'ai commencé un peu moins d'un an, pardon. Ça va bientôt faire un an. Et une performance de 58% versus le S&P à 24. Aujourd'hui, j'ai quoi, 4, je crois que je suis à 3,5, 4% de performance. Le S&P est à peine flat. J'ai envie de dire, la première réflexe que je ferai potentiellement demain, c'est prendre 1%, enfin, j'ai 4% de surperformance, potentiellement sacrifier 1% de surperformance pour me hedge. Donc j'achète des puts, parce que voilà, on n'en sait rien. Demain, on peut se prendre un moins 20, un moins 5% sur le S&P, ce qui vaudra peut-être un moins 15% sur les indices des semi-conducteurs. Forcément, derrière, ça peut devenir extrêmement violent, hein, comme vous savez, les cryptos, tout ce qui monte extrêmement fort est voué à chuter encore plus rapidement. Donc, assez vertigineux. Je sais pas si vous êtes beaucoup exposé à ce niveau-là, mais effectivement, si on a un portefeuille un peu plus traditionnel avec du Mastercard, Visa, Air Liquide, Total encore a bien performé. Mais on ne le voit pas forcément au niveau de l'indice. Mais par contre, en dessous, c'est assez stratosphérique. Là, on parle de SOX et tout, mais forcément, quand on regarde, ça, c'est un des gros ratés que j'ai eu, hein. La mémoire que j'ai vendue beaucoup trop tôt. Mais voilà, donc la mémoire Micron Technology, pas même pas de SKNX. Voilà, je dû acheter un moment à 500, 550 et j'ai dû le vendre à 800. Bon, voilà, le truc a mis 2000 balles. Euh, Forcément, tout le monde de toute façon, on n'a pas besoin d'être Einstein pour dire ça va chuter. Le problème, c'est que dire tous les jours ça va chuter, ça va chuter, ça va chuter, euh, et ça te fait pas de toi quelqu'un de smart quand ça va chuter. Euh, donc, je suis clairement pas justement dans cette dichotomie de euh, tous les jours c'est vertigineux. On est voué à chuter. Pour autant, je vais pas faire mon doom
donc l'IA va effectivement se battre contre ce marché-là. Je vois une vraie rentabilité derrière l'IA. Maintenant, comme toute révolution, c'est la théorie de Donny Krieger, un peu de Donny Krieger. C'est qu'on a une forte accélération, on prend confiance parce qu'on dit que c'est un truc de monstrueux. L'IA, ça va tout remplacer. Et après, tu as la vallée, pas la vallée du désespoir, mais on va dire la dépression, parce qu'on se rend compte qu'en fait, on ne comprenait rien et on investit beaucoup trop fortement dans le marché. En fait, la technologie sert potentiellement à rien. Et derrière, tu as la vallée du... j'ai oublié les termes. Où effectivement, bah, ça te met là, t'as les 2 premières années de rush. Donc t'as tout un cycle économique du marché financier en 2 ans, donc en plus de 300% et derrière un moins 80%. Peut-être pas moins 80, mais au moins un bon moins 50%. Et d'ailleurs, après, tu comprends de plus en plus, ok, bon, on va arrêter de là où les gens avaient investi des sommes monstrueuses, un, sur les marchés, et deux, les entreprises avaient investi énormément en elles-mêmes pour scaler leur production. Bah, du jour au lendemain, la demande n'est plus là. Et bah forcément, derrière, ça s'effondre. Parce que bah, elles ont investi, elles ont des dettes, elles ont du CAPEX. Et bah tout cet argent-là, elle est jetée à la poubelle parce que bah t'as construit 2 nouvelles usines. Super, mais en fait, bah la seule usine avant qui te suffisait largement pour produire, bah en fait, maintenant, elle est à peine complète. Sauf que t'as deux nouvelles usines en plus, 4000 employés en plus. Donc forcément, tu deviens extrêmement pénalisé par le marché. Euh, Tout ça pour dire que là, effectivement, c'est hypant de fou. Il y a des trucs monstrueux. Est-ce que les vrais gains sont pas plutôt dans l'ordre des 3 4 ans? Et donc là, on a un rush qui est potentiellement est beaucoup trop tôt, beaucoup trop fort. C'est possible. Après, à l'heure actuelle, on parle pas de comme au Covid en 2021-2022, les gens, ils ont un chèque Covid. Super, il y a 100 000 personnes qui reçoivent 1 million. Et se peuvent acheter pour 100 milliards de McDo ou je ne sais quoi. Là, on parle de sociétés américaines, donc Google, Amazon et tout, qui investissent des centaines de milliards chacune. Donc, je sais pas, hein, par exemple, hein, je pense que vous avez tout vu, hein. Hyperscaler, Apex, IA. Voilà, donc là, en 2026, on s'attend à ça. Le marché, lui, s'attend parce qu'on sera beaucoup, beaucoup plus haut. Donc, on est passé de 315 à 602. Alors, on va peut-être passer à 900 milliards, je crois, en 2028. Enfin, voilà, ça devient vertigineux. Maintenant, même ces entreprises-là ne peuvent pas investir 900 milliards sans prendre de la dette ou sans... elles ont un cash flow monstrueux, mais il y a un moment où il faut quand même... c'est effectivement la seule manière, ce serait, bah, potentiellement, soit de lever de la dette, soit un truc assez fou qui serait, pour des entreprises massives, pardon, euh, soit... Mais je crois que Google avait fait ça vraiment. Elles avaient émis des obligations à perpétuité ou à 100 ans. Non, je crois que c'est Google qui a émis une obligation à 100 ans, à 4,5%, je crois, un truc comme ça. Assez fou. Euh, mais, euh, mais oui, elles se mettent à prendre énormément de dettes, ou encore mieux, mais encore assez pénalisant pour les actionnaires. Elles se mettent à émettre des nouvelles actions. Et là, forcément, si tu émets des nouvelles actions, bah, ça te fait monter énormément de cash. Par contre, ça dilue l'actionnariat. Donc, ces entreprises aussi massives, si elles se mettent, ça effectivement issue des shares pour acheter, on va dire, des cartes graphiques, quoi, enfin, du compute. Alors, on commence à être un peu dans le endgame, quoi. Donc, les marchés vont kiffer, mais c'est sûr que là, ce sera vraiment, vraiment assez fou. Euh, donc, voilà, donc, performance assez folle. Et on est sur une type d'allocation, on va dire, d'une trentaine de boîtes, forcément assez surpondérée technologie. Industrie aussi pas mal pour la robotique, donc on n'en a pas parlé beaucoup, hein. Euh, mais, euh, mais là, à l'heure actuelle, donc, il est un peu bougé aujourd'hui parce que je fais quelques mouvements. Euh, euh, mais donc voilà, on est sur une. Putain, je devrais mettre le nom de. Bah, je l'ai mis. 28 positions en portefeuille. Donc un portefeuille assez diversifié. Mais la réalité, c'est que bon,
C'est comme les cryptos. Vous pouvez avoir 28 cryptos différents. La réalité, c'est que si le marché chute, croyez-moi que les 28 vont se mettre à chuter. Euh, voilà pour ça. Que dire de plus? Parce qu'effectivement, la robotique, bon, je crois que j'en ai parlé un peu Oust, que j'aimais énormément. Ben, on l'a pas mal acheté entre les 24 et 18. Donc là, il breakout complet, etc. C'est assez sympa. Une boîte que je trouve extrêmement intéressante dans le monde de demain. Eux, ils font des lidars, donc, toutes les caméras des voitures autonomes, sauf les Tesla, pas de lidar, mais on va dire les voitures de Google, par exemple, ou les caméras lidar, c'est assez straightforward. Donc ça donne clairement, c'est ce qui donne de la visibilité, enfin, de l'image à la robotique, hein. Donc permet justement d'avoir, on va dire, envoyer des fréquences et que ça rebondisse et on sache un peu ce qui les entoure. Donc ça, c'est clairement forcément un secteur d'avenir parce que que ce soit les drones, que ce soit la robotique humanoïde, euh, qu'est-ce quoi d'autre? Les secteurs juste de l'infrastructure dans les entrepôts, la défense pour le monitoring. C'est toujours des technologies extrêmement intéressantes. Et d'ailleurs, après, on a pas mal de différentes boîtes. On a du spatial pour SpaceX, on joue pas mal. Je crois d'ailleurs, c'est une des mes plus grosses positions. Euh, c'est un Astroscale. Donc, d'ailleurs, je crois qu'elle doit publier. Ah, c'est non, c'est longtemps, il me semblait que c'était plutôt. Astroscale qui est maintenant, tu vois, j'avais même mis l'endroit où je l'avais acheté. Mais presque sur un plus de x3 sur la position. Eux, typiquement, ils font tout ce qui va être. Ils lancent des mini-satellites. Et ils remouvent les débris, ils remouvent pas mal de choses. Justement, c'est un peu on va dire la poubelle. Ils font tout ce qui est poubelle spatiale. À l'heure actuelle, ils font pas du chiffre d'affaires de fou, voire très peu. Ça commence à accélérer assez fortement. Maintenant, c'est une boîte, je pense, qui vraiment accélérera au niveau de la rentabilité, pas avant 5 ou 10 ans. Euh, donc vous voyez, hein, vous voyez le forecast. Elle fera 10 fois plus d'argent, mais dans 2028, quoi. Parce que, un, cette technologie pour la scale, et deux, les besoins en termes de propreté en spatial sont pas encore fous. Mais on sait que, justement, dans les 2-3 prochaines années, avec les constellations Léo, les constellations japonaises ou autres, chinoises, euh, il y aura un nombre de satellites qui va faire x10. Et donc, forcément, beaucoup plus de satellites dans l'espace, un besoin de propreté de l'espace pour être sûr que si un satellite qu'on abandonne ou qui peut présenter potentiellement un danger, et ce genre de boîte, c'est une capacité, parce qu'effectivement, s'il y en a un en danger, il tape l'autre, l'autre tape l'autre, et vous voyez, hein, c'est clairement un effet boule de neige. L'espace est extrêmement grand, hein. Le problème, c'est que même si ça te touche pas sur la première rotation, ça se mettra, si t'as un peu de chance, ça perd son orbite et ça se fait cramer dans la stratosphère. Si t'as pas d'autre chance, ça reste dans la stratosphère et ça tourne autour de la Terre. Donc il y a un moment où ça se trouve, ça va taper des autres satellites, donc effet boule de neige ou autre. Donc ce genre de boîte-là permet justement d'éviter ça. Donc pour l'instant, c'est extrêmement théorique. Ils ont pas mal fait de vols de tests justement pour montrer que leur technologie est forte, hein. Donc typiquement, ils envoient des mini-satellites qui vont s'agripper sur les autres satellites et qui les délient de leurs orbites. Le but étant, c'est soit de les faire chuter dans l'atmosphère pour qu'ils se désagrègent de eux-mêmes, soit potentiellement les ravitailler, aussi ils font, à terme. Donc il y a pas mal de choses. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'on avait acheté il y a assez longtemps parce que la valeur était sympa en termes de valorisation. Vous voyez clairement, hein, qu'il y avait un prix assez plancher. La thématique commençait à accélérer et forcément on savait qu'il y a 2 jours au lendemain que l'IPO SpaceX allait forcément arriver. Sol, parle de Sol aussi. C'est vrai que je l'ai pas mis là-dedans. Sol, ça doit un peu moins bouger en ce moment, forcément parce que c'est pas directement dans le spatial ou l'IA. Mais Sol, c'est une boîte que j'aime vraiment énormément.
qui est pas mal. Je crois que j'avais fait une newsletter. Je sais pas si je l'avais envoyé sur le Twitter. C'est sûr, tout le monde ne lit pas le Twitter ici. Vous devriez like chacun des posts d'Archel. Mais du coup, Sol, ils ont deux gros compartiments, on va dire. On a quand même une appétence au niveau de l'IA, parce qu'ils font des solutions liquid cooling, littéralement le liquide hein, qui coule dans les trucs de liquid cooling. Donc eux, ils se font pas mal justement à ce niveau-là. Ils le disent normalement, voilà, the firm offer refrigerant, donc les réfrigérants qu'on a potentiellement dans les frigos, mais aussi effectivement dans tout ce qui va être semi-conducteur, data center cooling, qui est vraiment sympa, justement. Je crois qu'elle accélère pas mal en... Mais... Tac, comme ça vous avez l'effet devant les yeux. Est-ce que... Tac, tac, tac. Solution intermediate. Donc on a... j'ai pas la croissance serveur. Je sais pas comment ça va. Je sais pas s'ils la mettent là-dedans. Ben... Donc ils font tout ce qui est réfrigérant. Je sais pas s'ils mettent les partenariats. Mais ça c'est de l'AGM d'ailleurs. Je crois que je l'ai même pas encore lu. J'avais lu. Ah oui, pas mal de choses en mai. Oula, c'est un peu trop gros. Donc 10% de croissance, donc c'est pas un truc assez fou. Néanmoins, on a une forte accélération au niveau 1, au niveau des produits réfrigérants. 2, surtout, un autre chose qui est vraiment oubliée, c'est tout ce qui est nucléaire. Donc à la base, Solstice, Advanced Materials ont l'unique centrale qui permet, pendant la supply chain, de tous les trucs là, normalement, si vous mettez... Hop. Ah merde, je l'ai pas mis en haut. La latest post. Tac. J'avais mis le graphe. C'est fort. Voilà. Donc, souvent, justement, le nucléaire est au niveau de quatre étapes que j'avais mis. Le mining, la conversion, l'enrichissement, la fabrication. Je savais même pas que tu avais un site. Ah bah, c'est bien sûr. Mais ça, c'est le site BIV pour les manipulateurs. C'est pas mon site à moi. Mon site à moi, c'est vraiment bfi.com. Où là, effectivement, il y a mon portefeuille. Par contre, effectivement, on a les newsletters, vous avez posté un newsletter. Mais typiquement, le nucléaire qui est forcément, je crois que Trump ou même les États-Unis veulent à terme être à plutôt de 70 ou 80% de leur production d'énergie, soit nucléaire, que ce soit nucléaire traditionnel, une grosse centrale nucléaire, ou des SMR. Potentiellement, si vous en connaissez les boîtes comme Oklo, etc., c'est des mini-réacteurs nucléaires privés. En France, ça serait jamais vu peut-être de faire ça. Mais typiquement, ces boîtes-là créent des mini-nucléaires privés et ils les monitorent sur le territoire américain. Donc forcément, il faut les contrats et tout. C'est des entreprises qui voient à extrêmement long terme, parce que comme vous le voyez, ils n'anticipent pas, elle est valorisée à 11 milliards. Et pour l'instant, elle n'a aucun chiffre d'affaires. Et ça atteint peut-être à 2029 160 milliards, mais vous voyez la croissance, quoi. Dès qu'ils arriveront à scaler leur technologie, c'est un secteur qui va fortement exploser. Bon, il y a une spéculation assez forte justement sur cette valorisation-là. Mais c'est des choses que le marché trace, on va dire vraiment l'avenir dans 5 ou 10 ans d'avance. Mais pour revenir justement à Sol, eux, ils sont à l'étape seconde, donc ils sont pas un réacteur nucléaire, ils ne minent pas, ils enrichissent pas. Ils ont un phénomène, on a toujours un phénomène de conversion entre le minerai nucléaire et l'enrichissement, qu'on appelle la conversion. Et celui-ci, il y a que 4 ou 5 acteurs dans le monde qui le font. Donc là, ce qu'on appelle la conversion dans l'UF6.
Et celui-ci, en fait, il se fait à travers de 4 entreprises. Pas 4, je crois qu'il y en a un peu plus dans la Russie ou le Canada, mais quasiment 4 grosses entreprises. La Russie, le Canada, la France et les États-Unis. Donc, c'est les seuls gros sites nucléaires où ils font de l'enrichissement, pas de l'enrichissement, du coup, la conversion nucléaire. Euh, Maintenant, à l'heure actuelle, la Russie est totalement bannie euh, d'exporter dans le nucléaire, hein, parce que forcément la guerre en Ukraine, parce qu'aussi les États-Unis ont envie d'être totalement indépendants, ce qui fait que Swords est le seul acteur américain qui était encore, il y a encore 1 ou 2 ans, il me semble, fermé, parce que ils ont dû faire des rénovations, ils ont dû agrandir leurs usines. Ce qui fait qu'elle a été fermée pendant extrêmement longtemps. Ce qui fait que là, à l'heure actuelle, il me semblait qu'ils payaient $15 je sais pas si c'était le baril ou je sais plus exactement l'unité de mesure. Ils payaient $15, on va dire, pour la conversion sur les anciens contrats. Là, plus le temps passe, plus ces anciens contrats sont en train de roll out. Donc, ils disparaissent, ils sont obligés de renouveler des nouveaux contrats. Et les renouvellements des contrats, c'est que vu que du coup, avec l'arrêt de la mise en production, avec l'arrêt de leurs usines, ils vont passer de contrats qui facturent, on va dire, $15 le baril à plus de $60 le baril. Parce qu'à l'heure actuelle, le baril est à peu près à 60, le baril de conversion à US6, autour des $60, ce qui pourrait encore augmenter si le nucléaire, la demande augmente. Mais ça, on va dire, c'est un peu plus tard. Donc là, on a une multiplication par 4, justement, on va dire de la rentabilité sur le baril de conversion UF6, qui est forcément pour Sols directement dans sa poche, ce qui ferait quand même assez fortement accélérer les marges. Et donc, c'est un peu sur ça qu'on parie, donc au travers des 2-3 prochaines années, qu'elle accélère. J'espère avant les 2-3 prochaines années, parce que surtout si on tape un crack, même si Solstice c'est super bien, mais un crack, ça importe tout. Au pire, on en aura un prix plus intéressant, hein. Mais que le marché, en tout cas, commence à re-rate plus fort. Donc, j'attends. Le problème, c'est que c'est une boîte, je pense qu'il va falloir attendre plus ou moins les earnings pour vraiment avoir de la visibilité. Mais en tout cas, chaque année, là, typiquement, on voit qu'il y a une rentabilité de 27%, pas parce que ils ont scalé leur production. C'est 27% parce que, il y a peut-être 20% de leurs contrats ou 5% de leurs contrats qui sont peut-être terminés. Ils ont roll-out à $15 et tout passe à 60. D'ailleurs, tu gagnes énormément en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. Et donc, c'est assez ça qu'on joue. Et en plus, on peut imaginer, forcément, dans 5 ou 10 ans, là, à l'heure actuelle, les US, hein, donc les US, je sais plus c'était où. En tout cas, les US ont investi. C'est plus tout le monde. Je sais plus, c'est sur ces slides-là. Ou en tout cas, ils disent concrètement que même les États-Unis ont investi pour payer une partie de leurs nouvelles usines pour justement extendre leur capacité de conversion de justement d'uranium UF6. Pourquoi? Parce que les Américains ont envie d'être totalement indépendants sur cette partie-là. Ils veulent pas dépendre du Canada, ils veulent pas dépendre de la France, ils veulent pas dépendre de la Russie, parce que forcément, à l'heure actuelle, on pourrait justement avoir, et c'est le cas, hein, une supply chain, justement, la France donne un peu, le Canada donne un peu, mais dans 5 ou 10 ans, et forcément, potentiellement, ces pays-là ont tellement de demandes dans leur propre pays, que tu ne scales pas de la production, justement, de la conversion US6, parce qu'on parle d'uranium hein, donc on fait pas n'importe quoi. Pourquoi il y a aussi il manque un truc là. Mais forcément, tu scales pas 12 ans en main, ça prend 5 ou 10 ans à construire des nouvelles usines et avoir, on va dire, toutes les habilitations ou autres. Tu crois que je le mets, hein. Voilà, la barrière à l'entrée, autant, barrière à l'entrée réglementaire autant physique pour se faire un nouveau site de conversion UF aux États-Unis. Je me suis cliqué sur, oui, UF6.
et ne prend pas 2 ou 3 ans, ça prend 10 ou 15 ans. Donc, c'est un actif extrêmement important, extrêmement critique. C'est un bottleneck, hein, on aime bien dire. Un bottleneck pour le nucléaire. Maintenant, c'est un bottleneck potentiellement quand les SMR vont commencer à popper de partout. Ce qui n'est clairement pas encore le cas. Donc, c'est plutôt une thèse 2029-2030. On s'est positionné potentiellement un peu trop tôt. Maintenant, quand on regarde beaucoup de secteurs nucléaires, LEU, je crois. Non, LEU, ouais, bon, c'était central, mais justement, si je compare aux concurrents, comment ça s'appelle, Cameco. Cameco ne connaît pas la crise, on va dire. C'est des boîtes qui se valent, payent extrêmement cher, hein, donc 75 fois son free cash flow. J'ai raté celle-ci. 100 fois ses earnings, 10 fois son price to book. Pourquoi? Parce que ah, ils ont des anticipations de croissance assez fortes, que ce soit en termes de rentabilité ou de pur chiffre d'affaires. Et donc là où effectivement, Sol a exactement le même type d'acteur, on se rend compte que pourquoi il ne même pas. Bon, c'est déconne. Mais on peut s'attendre justement avec le triplement de sa rentabilité pour être au même niveau que ses homologues, ce qui ferait que moi je m'attendrais à aller assez rapidement autour des 130, 140 dollars l'achat. Donc pour l'instant, c'est pas comme tous les autres, c'est pas comme l'IA, ça explose du jour au jour. On va être patient peut-être un peu plus. Maintenant, le marché a la liquidité, comme je dis, hein, elle se jette à droite à gauche. Donc qui sait, ça se trouve demain on sera plus de 20% parce qu'un mec a tweeté dessus. Et donc tout le monde leur découvre. Ce sera à voir. Je sais pas si vous avez d'autres questions ou autres dessus. Sinon, je pourrais passer au Bonjour. crypto après. Hello. Ouais, bonjour. Non, juste pour préciser, il n'y a pas d'embargo sur le nucléaire civil russe et sur le militaire surtout. C'est là, il n'y a pas d'embargo. Il y a un. C'est-à-dire l'Union européenne achète de l'uranium enrichi à la Oh, Russie parce qu'elle n'est pas totalement autonome, quoi. ouais, européen, ouais. Les Américains, non. Ouais. Normalement, non. Ouais, européens, ils respectent pas vraiment l'embargo, hein. Ils s'en Non, foutent un non. peu. C'était juste pour. Ouais, bien sûr. Mais il me semble que au côté américain, en tout cas, officiellement, eux, ils ont. Enfin, ils sont clairement dans le. Je sais plus, c'est le Nuclear Act qui leur empêche totalement de. Après, c'est toujours pareil. Ouais, mais je crois qu'ils sont déjà fait choper avec des navires remplis d'uranium, machin. Enfin, Ouais, c'est toujours pareil. C'est entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et c'est complètement différent. c'est ça. Le but, c'était juste que les Européens achètent du GNL parce qu'ils en avaient plein à refourguer. Ouais, ça c'est sûr. Bon, ça après, c'est clair, c'est tout un jeu, c'est comme la Et, Russie ou autre. Le but, c'est un jeu de cartes, quoi. Enfin, un jeu de liquidité. et puis Je te... après, juste pour les SMR, bon, il y a des projets un peu partout. En France, on est un peu en retard dessus. Mais le coût au mégawatt sera beaucoup plus élevé que sur une centrale nucléaire classique. Donc il y aura des domaines, ce sera intéressant dans les endroits entre guillemets reculés, Ouais, là où ça coûtera cher de connecter, de connecter entre guillemets l'endroit au réseau, parce que l'énergie se transporte mal, exactement. on perd Et avec la surtout quand on distance. perd Mais des gros data centers US qui sont un peu au milieu de nulle part. ça, mais Euh, faut pas imaginer. Bah, après, même les data centers, parce que comme le coût sera beaucoup plus élevé, j'imagine dans 10 ans, ce sera moins cher de mettre des panneaux solaires et une batterie, par exemple. Aussi, Euh, le solaire devient aussi effectivement un secteur qui est en forte ouais. croissance. C'est, Les SMR, voilà, il y aura quelques cas intéressants, mais après, ça pose pas mal de soucis même pour la sécurité, pour voilà, puis le coût d'exploitation qui sera bien pas sûr. forcément rentable. Surtout Voilà. que les SMR niveau US, c'est du l'acteur privé qui ferait la surveillance des propres réacteurs. Nous, en France, un acteur privé qui fait totalement privé qui gère tout ce qui est nucléaire. Enfin, ça semble un peu insensé, quoi. Ouais. Aux US, ils sont beaucoup plus open, mais en tout cas, on sait que, le monde de demain, c'est le nucléaire et effectivement aussi normalement le solaire. Ça, c'est clair. Maintenant, le problème du solaire, c'est que la compétitivité sur les panneaux solaires, euh, euh, elle est totalement en Chine, quoi. Ah, bah, je pense que le nucléaire, enfin, ils sont pas en retard les Chinois sur les Ah non, SMR, ils se tirent leur bourre avec les États-Unis et non du tout.
On va pense dire que pour ça. avoir il y a des entreprises justement qui avaient rajouté un portefeuille genre TE à ce boîte-là où effectivement leur but c'est construire des fabs qui font les silicones pour tout ce qui est panneaux solaires et tout. Parce qu'effectivement, il y a quand même des trucs qui sont assez bloqués aux US en mode ils veulent pas que des panneaux solaires chinois, donc il y a tout un Ouais. secteur qui sont assez protégés, notamment au Texas. Maintenant, la réalité, c'est que c'est pas forcément rentable de fou encore les panneaux solaires. Surtout la compétitivité en termes de prix par rapport à la Chine, quoi. Ça, c'est vraiment Oui, et puis il y a le problème de l'intermittence, où tant qu'il n'y a pas des totalement. batteries à un prix correct, on le voit en Europe avec l'Espagne, tout ça, qui sont plus de 50% solaires. Tout le monde est emmerdé avec son solaire, en fait. La France arrête son solaire à midi parce qu'il faut importer celui des autres. Enfin, c'est très compliqué à gérer, quoi. Ouais, je doute pas. Je doute pas. Mais ouais, mais clairement, l'avenir de demain reste quand même énormément justement au travers de ces différentes énergies. Maintenant, surtout c'est dans un monde où c'est pas comme si à l'heure actuelle déjà on galère, on va dire, sur même certains pays au niveau énergétique. J'imagine pas dans 5 ou 10 ans où on a accéléré toutes les voitures électriques, deux les data centers qui pompent des quantités assez folles. Trois, ils sont plutôt un cycle à terme robotique et tout qui pareil vont faire des batteries, de l'énergie. Enfin, je veux dire, la demande en énergie ne fera qu'augmenter au fil du temps, quoi. C'est un peu le paradoxe, c'est le cas en Chine et aux US, mais en Europe, vu qu'on se désindustrialise, en particulier l'Allemagne, là où Ouais, tout le monde se barre, en fait, on a, à part en hiver, dans les grands froids, en fait, on a trop d'énergie en Europe, là, puis enfin, moi, je travaille un peu dans le secteur, je me doute. nos centrales, elles commencent à en chier parce que faut en permanence les arrêter la journée et tout ça, enfin, ça devient un peu n'importe quoi, quoi. Ouais, mais c'est dû effectivement, comme tu dis, en fait, on désindustrialise, pardon, une Ouais. énorme partie de nos activités qui sont énormément consommatrices d'énergie vers d'autres pays, quoi. Donc, même si la demande globale globale au monde, elle augmente, effectivement, sur certains pays, elle baisse, quoi. C'est Euh, ça, on construit du renouvelable au taquet parce qu'on s'est mis des objectifs, mais en fait là il n'y a plus de besoin et ça menace l'équilibre du réseau, quoi. ouais, mais c'est marrant, ouais, maintenant que tu le dis, je n'y pense pas forcément, mais c'est sûr qu'il y a peut-être des implications beaucoup plus fortes de désindustrialiser. Mais, c'est Ouais, qu'effectivement, c'est pas juste au coût salarié, c'est côté réseau, côté scalabilité. Forcément, quand tu scales une économie au niveau industriel, tu penses à tout, mais au moment où tu arrêtes, c'est tout ce qui continue à scaler d'un côté et pas d'un autre. Tu te retrouves à avoir des manquements à droite et à gauche, quoi. Et c'est un risque pour toute l'économie derrière, quoi. Mais là c'est où ça, ouais. les États-Unis sont en train de onshorer, re-onshorer absolument toute toute leur supply chain industrielle, où on voit semi-conducteurs, ils investissent de fou. Ils veulent Intel, on n'en a pas parlé, hein, mais Intel, le coup de poker de Trump, d'investir massivement dans Intel avec le nouveau CEO, etc. Donc toute la de bloquer tout, que ce soit Tesla, que ce soit Apple, que ce soit je ne sais quel demandeur de chips, euh, vers des contrats pour Intel, parce qu'Intel était en dèche. Ça ne remonte que la réindustrialisation forte que veut faire Trump, quoi. Ouais. Et Ah bah en forcément Europe on derrière. investit dans le social, c'est sûr, c'est un peu moins de rendement. Ouais, ouais. Ça, voilà. Qui veut plus, j'ai envie de dire. Mais du coup, effectivement, tu as des économies qui vont être beaucoup plus consommatrices d'énergie. Maintenant, il faudra pas se perdre effectivement dans un monde où les États-Unis continuent à avoir des croissances à 2-3% et en Europe, on est à 0,05%, 1% parce qu'on a 3% d'inflation, quoi. Ah bah, enfin, je pense que tout le monde fait de la bourse à peu près ici. On le voit entre les actions européennes et US, là c'est le jour et la nuit, hein. Ouais. Mais il y a un moment où on se dit quand même que le spread est voué à se resserrer, mais la réalité, c'est que le marché reste, même si effectivement on met un premium sur les économies et que nous, on est potentiellement sous-dévalorisés, quand on regarde à longtemps, à niveau croissance potentielle, je veux dire, Alors ça j'étais d'accord jusqu'à présent, ouais, mais
quand tu regardes par secteur l'économie européenne, tu prends l'automobile, on s'est en train de se faire bouffer par les Chinois. Tu prends le luxe, il y a un début de remise en cause. Peut-être que dans 10 ans, le luxe français ou européen Bah, surtout. sera moins à la mode que d'autres marques. Enfin, si tu prends secteur par secteur, finalement, nos points forts passés, bah, ils s'effritent un petit peu. Et ouais, la rotation, même par rapport à l'IA, enfin, le patron de Mistral a fait une belle interview là Ouais, je devant l'ai les vu. députés. Et ce qu'il explique là, que si on prend pas le virage maintenant, on est mort. Euh, Enfin, mine de rien, il n'y a plus beaucoup de secteurs où Surtout si on continue à ça, faire des Ferrari électriques comme on en a fait. par exemple. Non, mais c'est un C'est exemple flagrant. Ah ouais. Je sais pas si vous avez il y a eu l'interview de l'ancien directeur de Ferrari, je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il avait justement tapé dans les trucs Google. Luca Cordero dit, bon, je vais pas faire tout le nom, et qui disait ne me demandez pas ce que je pense de la nouvelle Ferrari. Il dit le seul point positif, c'est comment celle-ci, la Chine ne la copiera pas. Ouais. C'est de dire effectivement, euh, déjà, accepter d'avoir un modèle 100% électrique, c'est pas simple. Et deux, c'est mon modèle, je sais pas si vous l'avez vu, hein, mais Ferrari, Plus. Après, ça fait Si, parler si, ouais, ouais. pour tout Bah, le d'ailleurs, monde. Ferrari a bien baissé aujourd'hui à cause de ça. Ils ont fait Ouais, moins 6 ou bah, j'ai 8%. hésité sur le punch, je me suis dit, est-ce que je sortais juste pour juste pour le geste. Mais effectivement, euh, c'est un peu comme on dit, hein, le downfall européen versus on a les Xiaomi, on a les voitures chinoises qui sont la réalité, c'est que moi, dans un monde où j'ai envie de m'acheter une nouvelle voiture, une vraie voiture, j'ai envie de dire, ça fait pas photo, hein, versus Ferrari à 500 000 euros versus une Xiaomi, bon là c'est pas comparable, hein, mais ouais, tiens, ils mettent déjà des VS. Mais ça à 30 000, 40 000 balles, bon après je sais pas, en plus on va pas mettre de taxes dessus parce qu'on est gentil en Europe. Oui, puis en plus, Ferrari a très peu de volume et ils ont, je sais pas si tu sais, mais ils ont leur propre usine de batterie. Ok. Donc qui va leur coûter une blinde parce que il y a très peu de modèles vendus entre guillemets. Bah oui. Euh, et ouais, tu pourras regarder. Ils ont fait leur propre usine de batterie. Ouais. Ok, intéressant. Il y a du coup gros capex dessus et R&D et tout, et en plus Bah pour en vendre. potentiellement. Alors s'ils vendent les volumes espérés à 500 000 euros ou je sais pas combien, pourquoi pas. Mais là, je suis pas sûr. Ouais, surtout pourquoi tu te mettrais à faire ça, autant te mettre des batteries, je sais pas, peut-être pas chinois, mais il y a autre chose que. Ouais. Ouais, un peu pour le prestige, tout ça, mais enfin, je pense qu'ils n'ont pas pris en compte le risque de perdre leur image de marque sur l'électrique, quoi. Bah, surtout, il risque pas de le gagner avec ça. Mais oui, c'est sûr que. Non, mais c'est un très bon point, hein, si on a la compétitivité dans les différents secteurs. Là, tu prends Novo Nordisk et LVMH, là, c'était les deux plus grosses capilles européennes, je crois. Enfin, les deux, bon, LVMH a plus, enfin, Ouais, ils ont Novo, moyen Novo, sûrement de ouais. se relever quand même, mais on va dire qu'ils sont pas non plus en hyper grande forme sur la croissance. Novo Nordisk, leur business est quand même pas mal menacé. Bah, sur les nouveaux, bah, en Europe, c'est pas là où on fait le plus de marge. Ouais. Donc forcément, c'est aux US. Aux US, c'est extrêmement compétitif avec Lily. Bah, puis avec Amazon qui se lance, IMSS Plus et tout, Amazon. c'est Bah, compliqué, après, quoi, hein. IMS et Amazon restent quand même ils créent pas leurs propres médicaments. Ils achètent soit ceux de Lilly, soit de Novo. Mais, mais le problème, c'est que Lilly a un quasiment meilleur produit et surtout, les Américains le gouvernement fait tout pour pousser plus, mettre Lilly en avant que, en fait, ils font du protectionnisme et, on a beau Ah bah, critiquer le clairement. protectionnisme, la réalité, c'est que, je veux dire, c'est normal, je veux dire, à la limite. C'est que tu as envie que ces entreprises de ton pays se consomment dans ton pays pour pousser ton pays, quoi. Euh, Ouais, mais alors, je veux pas monopoliser la parole, mais et c'est non, non, même mais un peu du vol des fois. Enfin, quand avec le Covid, il y avait Valneva qui avait développé le vaccin, qui avait passé les tests ouais. et qui a été bloqué plus ou moins par Pfizer en arrosant tout le monde, Ah, y allait bien. ça c'est clair que le protectionnisme Et a des forces sombres voilà, c'est comme que la Genfit à plupart ignorent, l'époque. quoi. Enfin, les autorisations entre une boîte américaine et une boîte
Là, quand c'est normalement, ça doit être neutre, une autorisation médicale selon des tests scientifiques, et Ah, y c'est a pas plus. tout à fait le cas, quoi. L'OMS, ouais, OMS neutre. Bon, on est plus vraiment dans un monde où effectivement, euh, Pour c'est ça, j'ai l'impression que là, la pharmacie, dans 10 ans, ce sera un peu comme on achète des composants de PC où il y aura des médicaments à pas cher, un peu. ouais, bah, la Enfin, il y aura pharmacie, des. j'ai hâte de voir justement. Bah, il y a, en vrai, on en parle beaucoup, mais c'est un breakthrough de malade sur tout ce qui va être Ouais, nouvelles découvertes médicales et tout. Donc, je regarde pas mal de sociétés, moi, qui m'intéressent justement au niveau. Ils sont pas forcément dans la création pure de médecins, mais je sais pas si tu connais Tempus. ouais. J'ai Eric, je sais pas si tu connais aussi, qui fait de la recherche par IA médicale. Eric, C'est Erix, Eric, euh, 2 fois Erix. ok, ça me dit quelque chose. Et, Ok, beaucoup plus ouais, petit qu'Api, ouais. Et eux, ils font un ouais, elle est biotechnologie combien? intéressante celle-là. Ok. Après, moi, ce problème de ça, c'est que c'est des boîtes qui ont. Je suppose qu'elle a pas encore prouvé, on va dire, son business model. Ils sont ouais, Ah, c'est ça, ça ils sont en fait longtemps, période je l'ai pas regardé. massive d'investissement et de découverte. Le problème de ça, c'est que, pour le coup, la biopharma, c'est un des secteurs que j'évite de rentrer parce que bah, je connais absolument rien. C'est beaucoup sur les autorisations et tout. Donc, c'est tout intéressant. Maintenant, la thème, c'était beaucoup plus pour tout ce qui va être juste la détection. Donc, eux, ils ont une énorme base de données depuis des décennies de tests ADN en outre. Et Ouais. derrière, bah, ils valorisent au travers des autres sociétés, ils vendent justement leurs data aux autres sociétés bah, qui font du LLM et tout. Enfin, là, du LLM, c'est pas du LLM, enfin, que du LLM. Mais ça permet donc ça va être tout ce qui va être test d'oncologie, neuropsychiatrie, etc., afin justement de pouvoir provider en fonction de ton ADN les meilleurs, enfin ADN ou résultats ou tests, potentiellement les meilleures drogues possibles, quoi. Pour préparer, c'est juste une étude que j'ai regardée de loin et qui avait l'air assez simple à comprendre. Maintenant, je sais pas si les RX font de la pure biopharma de création de médicaments. Faudrait que je me penche. C'est toujours un secteur intéressant. Maintenant, le problème, c'est que tellement rien. Non, bah après, moi, je mets de l'IA, Gemini, tout ça, pour regarder les perspectives, leur Ouais, machin. bien Enfin, sûr. je sais plus ce qu'il disait exactement, mais il était assez positif sur. Mais oui, sur l'IA dans tout ce qui est drogue, ce sera un truc de fou, quoi. On sera capable potentiellement de n'importe quel traitement, n'importe quelle maladie, pouvoir avec des tests ADN et tout, savoir euh, quelles sont les meilleures doses, quels sont les meilleurs machins. Enfin, on a pareil, on a des décennies, des décennies de résultats, de traitements de n'importe quelle maladie, de euh, n'importe quel Et corps, de, n'importe quel ADN. Euh, bah, c'est exactement ce qu'ils font, en fait. Eux, je crois que c'est un espèce de sous-traitant qui, avec l'IA, analyse un peu les meilleures possibilités de trouver telle ou telle solution et qui vendent un peu leur expertise par IA par rapport à la base de données. Je crois que c'est un truc comme ça. Ok. Non, mais c'est toujours intéressant de parler, hein. L'IA sur les médicales, c'est un truc de fou, quoi. Il y en a ça va faire exploser certains points, il y a d'autres points qui vont se prendre des sacrées droites. C'est comme d'hab, hein, les grands gagnants Ouais, d'un secteur sont souvent les grands perdants d'un autre, hein. Mais c'est pour tout ça. ce qui va Après, elle être, fait qu'un milliard six, elle a déjà un chiffre d'affaires. elle est pas Bon, rentable, donc elle doit pas mal cramer du cash quand même. c'est sûr. Je crois qu'ils ont un Euh, milliard six en un- trésorerie, par contre. ouais, mais là, ils crament maintenant 380 millions. Ouais, c'est Hum. sûr. Ils ont que moins 750, 780, donc là, ils ont 2 ans de cash, on va dire, avant de repasser en dette négative. Ah, après, je l'ai pris un peu en spéculatif. Je la garderai Oh pas non, mais 10 bien ans, hein, sûr. c'est un peu Non, du non, mais spéculatif. de toute façon, c'est les genres de boîtes-là. Et puis, si elles marchent, s'ils doivent temporiser, elles vont issue des nouvelles chaires. Je veux dire, Parce que là, le secteur pharma, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que dans les 6 mois, on va en parler parce qu'il y a beaucoup de valo assez basses. il y aura peut-être un moment, tu sais, un chat GPT moment sur la pharma, où on arrive Ouais. à un breakthrough en termes de découverte qui permet de plein de boîtes d'être rate fortement. C'est comme tout, hein. Mais là, ouais, forcément, elles sont passées de 165 millions d'actions à 480.
bah, tu triples ton action, forcément, ça divise par 3, rien que mathématiquement, le prix de l'action, quoi. Ah bah faut pas avoir une trop grosse ligne, c'est sûr. Bon, après, tu peux avoir une grosse ligne, hein, c'est high risk, high reward, hein. Moi, je regarde beaucoup les fonds, ce qu'ils font par rapport au capital. Enfin, ça donne. Le but, c'est quand même pas que les fonds nous sortent dessus. Ouais. Tu vois, en deuxième actionnaire, t'as BlackRock là qui a rechargé de plus de 11% il y a peu là. T'as Ark Investissement en premier. Après, ils Ouais, enfin, rechargent parce que c'est les retail qui rechargent au travers des les ETF et trois tout. premiers. C'est pas forcément les fonds eux-mêmes qui se mettent à acheter. Je sais pas forcément, ça dépend des boîtes, mais Ouais, la BlackRock Institutional Trust Company, je pense, c'est plutôt des. ouais, tu vois, 11% des aussi, fonds. je l'ai. Mais normalement, en fait, bah, c'est BlackRock classique. Ça peut être rien que l'inscription dans un nouvel ETF qui fait que ça qui augmente, ou effectivement eux-mêmes qui achètent. Mais ça, c'est. Ah, moi sur DeGiro, j'ai pas le même nom. J'ai BlackRock Institutional Trust Company. Ok. Après, Arc aussi, apparemment, est positionné. Moi, ce que j'aime vraiment faire, surtout sur les boîtes comme ça, c'est savoir quand est-ce que les insiders achètent. Ah Alors oui. ça, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Là, t'as le co-founder qui se met à vendre des actions à 3,5. C'est juste la première ligne, mais euh, quitte à pas forcément avoir le bottom, je préfère acheter, tu vois, sur ce genre de valeur, euh, dès que les insiders se mettent à acheter, parce qu'ils savent que bah, Après, le... des fois, je regarde, par exemple, alors il y a peut-être des meilleurs sites, mais sur Morningstar, tu sais, quand tu tapes la boîte, Ouais, tu tapes exécutive, et en fait, tu as un graphique qui te montre, par exemple, la dernière année, mois par mois, ce qu'ont fait les insiders, et ouais, ça permet de voir, en fait, parce il y a des actions, en fait, les insiders, ils vont vendre toute l'année ouais, leur prime entre guillemets. clairement. Donc là, c'est pas inquiétant. Par contre, il se passe rien pendant 6 mois, puis d'un coup, les insiders commencent à vendre. Il faut un peu plus s'inquiéter, tu vois ce que je veux dire? Totalement. Moi, souvent, je regardais par sector, je crois qu'il y a une insider spinner qui est pas mal. Tu fais la courbe avec, on va dire, différentes ventes et tout, tu vois. Ok. J'aime bien, bon, après, je suis trop de pub, mais c'est clair. Non, mais Bah, de toute façon, il y a des signes. Après, sur des trucs, effectivement, j'attends un signe avant que, un signe, des news, et deux, ce qui est vraiment le déclencheur, c'est quand euh, les insiders achètent, quoi. dans Live Chat, tu as mis le graphique de Morningstar, tu vois qu'il y a des ventes régulières. Enfin, moi, ça m'inquiète pas du coup. Non, non, c'est clair. C'est business as usual, mais justement, le moment où il y aura une rotation, Ouais, c'est là qu'il sera intéressant, justement, de se positionner, quoi. c'est clair. Mais je vais me mettre. Attention, faut que je fasse un call format. Ouais, non. Ah, c'est bon, déjà. Après, bon, elle est plus connue, celle-là, TMDX. Ils font du Ouais, transport d'organes. PMDX, ouais, elle est tout connue. Et en fait, ils se sont fait défoncer au dernier résu parce que comme ils ont vachement augmenté leur volume, donc ils ont acheté des flottes d'avions, des machins, enfin ils ont fait du capex, mais c'est pas du capex récurrent. C'est TMD, comment Et déjà? J'ai oublié. TMDX. Ah, Et pour moi, en fait, voilà, une fois que les investissements seront faits dans les avions, tout ça, enfin ils vont redevenir quasiment aussi rentables qu'avant. Et ouais, c'est pas trop justifié la baisse. Il y a peut-être un truc à faire. C'est lié au médical, mais enfin c'est du transport quoi. ouais, ils ont de la Et grosse la barrière à croissance. l'entrée est quand même. Ah oui, bah, ils gardent Ah, la ils se croissance. sont fiés au niveau au niveau des marges, quoi. Je suis cassé une foutue, Puis mais. sont, en fait, avant il y avait différents acteurs. Il y avait l'hôpital mandatait un avion pour transporter un organe, machin. Ça coûtait une blinde en fait. Et Ouais, eux, ils proposent un service tout compris. Et comme ils gèrent tout, ça revient beaucoup moins cher quoi. ok, intéressant. Et du coup, Alors, écoute, ils vont prendre leur part de marché petit à petit. Et là, tu peux regarder les insiders, tout ça. Enfin, ils sont plutôt à l'achat. Il n'y a pas de vente. Enfin, moi, je suis intéressant. assez positif. Intéressant. Et voilà, ils sont rentables. Enfin, c'est pas une boîte, c'est pas une biotech qui va perdre. Ouais, ils sont déjà rentables, quoi. Ouais, 15 PE, 15 free cash flow et 4 de boom, ça reste quand même c'est presque un all-time low. Ouais, je vais Et pouvoir creuser le dossier.
Ouais, ça a ouais, l'air non, c'est sympa. intéressant. Et puis je regardais par rapport à la robotique, tout ça, les risques. En fait, ce qui va sûrement se passer, c'est les avions vont continuer à traverser les grandes distances et après, ce sera plus la livraison sur le dernier kilomètre ou potentiellement tu auras un drone qui va prendre l'organe et puis Mais le j'avoue, au niveau livrer à des drones, l'hôpital. ça doit être. Je m'étais posé la question, est-ce que leur commerce n'est pas menacé dans 5 ans par des drones? A priori, pas trop, quoi. Ok, ouais, ce sera c'est le truc à creuser justement. Il y a forcément tout dans n'importe quelle boîte, dans n'importe quel narratif. C'est un, on a de la case, et deux, faut toujours réfléchir à qu'est-ce qu'il y a C'est des clair. risques, quoi. T'as des risques de division, t'as des risques qui font de la merde, et t'as des risques, effectivement, il y a des boîtes, en fait, elles seront forcément remplacées. Je veux dire, on l'a vu avec l'IA les plus connus, je sais pas, CheckGG, je sais pas si tu connais. Le site, c'est ces sites internet un peu comme où tu posais des questions de tes cours c'est un gros forum où effectivement tu avais les réponses de tous les énoncés de machin où tu parlais, tu avais les mecs qui Ah non. t'expliquaient tout. Ça, c'est avant ChatGPT et ça, c'est après ChatGPT, quoi. Donc tout ce Ok. qui est poser des questions, en fait, avant tu posais des questions aux gens, les gens te répondaient. Maintenant, tu ne te mettre plus à poser des questions ni à scroller chez GG pour comprendre ton intitulé ou t'explique, quoi. Parce que il y a un LLM maintenant. Et donc il y a des boîtes comme ça qui sont remplacées parce que leur business model est né d'un préambule et ce préambule-là n'existe plus, quoi. Donc à voir effectivement si c'est le cas de TMDX ou non. Et après il y a des boîtes qui sont super bien mais qui sont détestées par le marché et oui, ça mettra du temps à être rated ou ça se trouve elles n'arriveront même pas à être rated avant le prochain gros pullback, donc elles souffriront aussi potentiellement, peut-être moins. Donc c'est le Ouais. problème Mais avec ça, ça. pour là, TMDX, pour moi, à ce prix-là, c'est assez cadeau. Sauf si la direction a vendu du rêve sur le CAPEX, machin, puis qu'il y a un loup, mais moi, c'est pas ce qui me semble. Et puis eux, je les vois pas trop vendeurs, je les vois plutôt acheteurs. Donc Ouais, non, mais là, sur le papier, ça ne nous sent pas. la Faut direction, en plus, avait poser. acheté à 130 et quelques. Je pense que c'est les premiers surpris par la baisse du cours. À voir. Merci, merci du dossier. Je reviendrai. Euh, euh, Qu'est-ce que je veux dire? Robotique, je te vais pousse. On a Chat aussi que j'avais acheté il y a pas mal de temps. Euh, Schaeffler, gros industriel automobile à la base. Je crois que je l'avais acheté justement autour des 3-4. Lui, c'est un de mes plus gros gains, si je ne m'abuse. Contribution au portefeuille. Je sais où il est là. 3% de gains sur le portefeuille parce qu'effectivement, eux, ils font tout ce qui va être actuator, donc c'est tout ce qui est actionneur pour tourner quand on marche, en fait, quand tu tires, enfin, quand tu ramènes le bras vers toi, quand tu pousses les gens pour marcher, t'as besoin un robot a besoin de pistons, vérins, etc. Donc on appelle ça des actionnaires, donc on nous laisse peur. Ah, Et c'est des boîtes où on peut encore rentrer ou c'est un peu tard, tu c'est la penses? question. C'est la question, c'est que à l'époque, j'étais rentré à Cap parce qu'elle était valorisée comme un pur industriel automobile, donc autant dire puant. Mais elle a su, je l'ai lu, hein, ça se voyait déjà. C'est ça que j'aime bien faire, c'est que souvent, pour trouver des tendances, il faut que la direction nous prenne ces tendances-là aussi. Donc, elle, Schaeffler a pas mal, justement, au travers de son M&A, de ses achats, enfin, de son M&A, au travers des rachats d'autres entreprises, et au travers aussi de leur earning, ils mettaient extrêmement en avant leur volonté, justement, qu'ils voyaient au travers de la robotique. Donc, si je prends par exemple fin 2025, il me semble que c'était déjà là. Tac. Hop. Euh, il montrait déjà, donc on est à Q3 2025, hein, donc fin 2025. Fin 2025. Ouais, c'était de être Q3, devait être par là. Je l'avais acheté un peu avant.
peut-être le quarter avant, mais il montrait déjà, voilà, il commençait Humanoid Activity Gaining Traction, tout le partenariat, et il montrait justement leur capacité à commencer à prendre des partenariats avec la robotique. Donc on est potentiellement à l'aube d'une méga tendance. On a des acteurs qui sont impactés fortement par la cyclicité du marché automobile, hein, surtout en Europe, mais qui comprennent et qui arrivent à se positionner sur les tendances de demain au travers des pièces qu'ils faisaient déjà pour l'automobile. Donc c'est extrêmement intéressant parce que c'est des entreprises qui étaient pricées. Alors là, je l'ai acheté, quand je l'ai acheté, elle était, je crois que je l'avais acheté en dessous down de book value. Donc les actifs qu'elle possédait la boîte, c'était déjà plus haut que le prix de son action, la relation de la boîte. Et eux, ils ont réussi à choper le coche. Maintenant, ils ont beaucoup de partenariats, beaucoup de projets pilotes au niveau de la robotique et deviennent un vrai composant potentiel dans la supply chain de la robotique. Et donc, le marché doit réalité fortement. Ils s'attendent non pas forcément à une accélération de la croissance, parce que quand même, le côté auto reste quand même nettement... le secteur automobile reste quand même le gros du pain de la boîte, hein. Par contre, ils vont avoir un royalty au niveau des marges parce que les pièces qui vont faire potentiellement pour la robotique, même si à l'heure actuelle, ça va pas accéléré de fou parce qu'on est quand même que début d'un cycle de robotique, et vous potentiellement avec les projets de pilote et tout, de faire des marges beaucoup plus fortes sur tout ce qui est actionnaire et tout, ce qui fait que la boîte devient beaucoup plus intéressante. Et donc, moi, à l'époque, là, je l'ai vu à 3-4. J'avais fini par la vendre totalement au niveau de 10. Je crois que je l'avais vendu à 10. Et un peu après la forte chute ici, je crois à 8,5. J'ai voulu me replacer après. Bon, pas loupé, je me suis raté. Et là, la question, c'est est-ce qu'on se repositionne? Moi aussi, je suis le premier à vouloir me repositionner. Maintenant, j'aime pas, comme tout, hein, j'aime pas acheter la verticalité, même si le marché, on va dire, maintenant, commence à nous... avoir la verticalité un peu partout. Je la trouve pas complètement overpriced. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement tout ce qui est méga tendance. Je me dis, j'accepte de payer en dessous de 20 fois le price to earning de 2028, dans 3 ans. Ça fait élevé. Maintenant, c'est le principe des méga tendances, c'est que le marché veut voir énormément à long terme. Ce qui fait que ça serait un multiple, enfin un prix d'action, donc 1 euro fois 20. À 20 euros l'action, je trouve qu'elle serait quand même très bien valorisée. Maintenant, ça reste pour les multiples souvent américains où on a vraiment un premium. Est-ce que ça mérite un premium, même si la boîte est extrêmement intéressante et potentiellement un des plus gros acteurs d'actionneurs, voire le plus gros acteur d'actionneurs européen sur la robotique, ça fait rêver. La réalité, c'est que la robotique, c'est pas pour dans demain ou dans 2 ans, potentiellement plus dans 5 ou 6 ans. Ah, faut Euh, voir, hein. faut voir, J'en ai il y aura rentré une peut-être aujourd'hui, un... moi. Pardon? C'est Serve Robotique, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais cette robotique. Sinon, j'avais fait à l'époque une grosse newsletter. Après, il y a une partie qui était payante quand même. Mais justement, c'était à l'époque, hein, juillet 2024, 2025, où j'avais parlé aussi énormément, beaucoup d'acteurs de la robotique. Eux, c'est la Euh, livraison du dernier kilomètre, si j'ai bien exactement. compris, là, ce qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. Et là, ils ont fait plus 500% sur les ventes. Ils ont fait une acquisition, là, Ouais. Maintenant, c'est des boîte boîtes là-dedans. qui étaient quand même sacrément valorisées parce que, bah, vous voyez, l'action n'a Ouais. quand même pas accéléré parce que forcément, le marché a une attente folle, hein. Là, ils ont 2 Mhm. milliards 2 millions de revenus. Ils s'attendent à 200 millions en 2029. Maintenant, en 2029, ils sont toujours pas rentables. Ça aussi, la Ouais. question. Mais je pense que ça va quand même monter en puissance. Ça peut être des boîtes Les extra. livraisons commencent, quoi. Ouais, non, c'est quand on voit, même en Chine, les livraisons, sur les drones et tout, ça commence à faire énormément. Ouais. On peut s'imaginer des drones, des trucs. Après, moi, je suis quand même dans le monde où, en Chine, je pense que la livraison par drone, robot, c'est viable. Est-ce que dans une économie européenne ou économie américaine, c'est quelque chose, on est ce qu'on appelle une high trust society. Au Japon, je veux bien, il n'y aura pas de doute. Maintenant, est-ce que ce genre de business model marchera bien pour non, ceux qui offrent le produit, donc servent? Est-ce que c'est plus intéressant de se positionner sur les serves que se positionner sur la supply chain qui crée les robots de serve? Tu vois, c'est la question. Ouais. Parce qu'effectivement, si à la fin, le business model ne marche pas, ceux qui vont être impactés plus fortement, bah, c'est serve en direct, quoi. Enfin, ce sera les derniers
à augmenter parce que bah ce sera les derniers, comme Amazon sur l'investissement, sur les capex, c'est eux qui vont tirer son ROIC, donc le retour sur investissement, c'est les derniers de la supply chain à le voir parce que bah c'est eux qui achètent, enfin, qui sont en bout de course. Donc est-ce que c'est pas plus intéressant de se positionner sur ceux qui créent justement ces robots-là, donc les actionneurs, ceux qui font les plus à l'intérieur, potentiellement. Il y a moins de risques. C'est peut-être plus cyclique, parce que bah, le moment où le CR robotique voit que ça marche pas du tout, bah, ces boîtes-là pourront prendre très cher aussi. Mais c'est la question. Moi, j'ai toujours un doute de est-ce que dans une société future, euh, on accepterait, où les gens n'auront pas de problème à laisser des drones venir chez eux ou à passer devant eux et vont pas se mettre à mettre un tacle dedans ou je ne sais quelle chose pour justement, on va voir avec les Google, les Waymo et tout, ça marche super bien. Maintenant, il y a certaines problématiques dans certaines villes ou autres. C'est la question. C'est sûr. Après, il y a aussi des problèmes avec les livreurs qui volent les colis, Ah, les mais livrables. totalement, totalement. Mais oui, c'est robotique, ouais. Je l'avais acheté à un moment. Je crois que j'avais fini par la vendre pour acheter justement plus des boîtes comme VPG qui sont directement dans la supply chain pour le coup de la robotique. VPG, Anda, Oost qui font du lidar, donc ou Xiao, hein. J'aime beaucoup aussi Chopu, qui est une entreprise, faut savoir, hein, la robotique chinoise. C'est pareil, c'est un secteur qui explose fortement. Chopu est encore, on va dire, un bébé, mais ils n'ont pas été re-rate super fort. Mais c'est une entreprise assez intéressante et eux, ils font tout ce qui est actionnaire pour Figure, donc Figure AI, donc une boîte de robotique américaine. Et c'est aussi un tier 2 ou tier 1 supplier de robots Tesla. J'ai oublié le nom. Euh, Enfin, vous voyez les robots de quels je parlais. Donc c'est une société qui m'intéresse. Fallait que Optimus, merci. Cette société qui m'intéresse, bon, forcément, ces sociétés chinoises qui sont pas forcément ultra connues. Euh, c'est un peu plus compliqué pour Dig Learning Report parce que tout est en chinois. Maintenant, quand je regarde les chiffres, quand je regarde la demande, quand je regarde que forcément, plus les entreprises vont avoir des contrats assez rapidement dans la supply chain robotique, plus ils auront une expertise dedans, plus ils pourront avoir des contrats dedans, être reconnus dedans. Ce qui fait que bah voilà, hein, c'est juste quand tout le monde veut t'investir au début sur toi et t'as vraiment t'as vraiment, on va dire, le first mover advantage. C'est quoi ce site, STP Tank? Je suppose que tu parles de celui-ci. Si tu parles de celui-ci, c'est Fiscalia, AI plutôt. Avant, ça s'appelait autrement, j'ai oublié le nom. Mais c'est vraiment un bon site. Je suis pas sûr de payer. Non, je crois que je paye pas. Donc, t'as vraiment pas mal de choses, ça c'est cool. C'est pas mal pour scraper aussi derrière. J'utilise souvent des scrappers Cloud ou autres pour. Tu peux payer le MCP, donc l'agent qui va directement te fetch les données. C'est pas mal aussi. Mais il peut te scraper aussi directement le truc, te récupérer tout ce qui est earnings, slide et tout, et calculer tout dans un bon gros dossier, comme ça il peut analyser. Mais c'est un très bon site, je vous recommande le fiscal. Mais voilà. Mais si on c'est clair, c'est que maintenant, on est en plein milieu de la méga tendance IA, mais derrière, on aura forcément la physical IA, tout ce qui est robotique. Et derrière, on aura aussi effectivement tout ce qui est spatial, hein. Je n'ai pas forcément parlé beaucoup, mais on a un rating massif des entreprises spatiales. Un des plus gros regrets d'ailleurs, c'était Planet Labs. J'avais fait, je sais pas si vous connaissez, Planet Labs, j'avais fait, il faut que j'arrête de ce que j'achète. Planet Lab, j'avais fait une boîte, justement, enfin, une newsletter dessus, septembre 2025. Donc septembre 2025. Voilà. Notre proche l'avait acheté à 6. Je l'ai vendu à 14. Le génie. Elle est à 60, à 50 maintenant. Euh, et elle risque On est en bulle, enfin, vu les valos sur le spatial, c'est les fou, quoi. valeurs spatiales ont clairement accéléré. Mais la réalité, c'est que Planet Labs, pour le coup, c'est là où le spatial, il y a beaucoup de théories en mode la rentabilité, l'investissement, capex phénoménal. Planet Labs est déjà, c'était déjà le cas en septembre 2025, il me semble. Ils sont totalement rentables.
ou non, ils vont passer la rentabilité, autant pour moi, ils vont passer la rentabilité normalement dans les trucs, enfin, ils sont quasiment rentables, donc ça équivaut, je crois que dans free cash flow, ils sont rentables. Ouais, ils sont rentables cette année-là. Puis à partir du moment où tu as du spatial, c'est rentabilité en 2026. Et eux, leur business model, hein, c'est juste ils envoient des satellites haute définition des images et ils font full IA ils font full image sur IA en temps réel sur le scan qui font des photos en temps réel de la planète, quoi. Et d'ailleurs, forcément, le gouvernement américain en raffole, pas l'entier en raffole. Les gouvernements français, tous les gouvernements des pays en souhaitent, hein, ils font du SaaS, hein, du coup. Ils font des abonnements et c'est scale de fou. Et forcément, ça rapporte. Et en fait, si tu fais du SaaS pur sur du spatial, bah forcément derrière, c'est beaucoup plus facile d'être rentable que sur le satellite en lui-même, quoi. Le lancement te coûte cher, mais derrière, des années et des années de backlog de SaaS qui rentrent dans ta pipeline parce que grâce à ton satellite, à ton nouveau satellite, tu peux faire des nouveaux. Je sais pas, une boîte qui veut absolument avoir son propre satellite pour des images exactement sur ce pays-là où je ne sais rien. Ils se mettent à investir sur Planet Labs et voilà, quoi. Et ils leur demandent de lancer ils leur payent leur satellite et juste donnez-nous votre architecture IA et votre traitement de données et donnez-nous votre feedback, quoi. Donc c'est un business qui est extrêmement scalable et qui a vraiment fonctionné de fou, quoi. Donc, voilà, un de mes regrets, on va dire, sur le spatial, mais bon, Après, une boîte c'est qui fait comme tout. 400 millions de chiffre d'affaires, on peut pas imaginer qu'elle monte à 15 milliards de capi, quoi. Non, c'est clair. C'est toujours pareil, mais même si effectivement, en fait, c'est le genre de boîte où, on peut pas forcément imaginer qu'elle monte aussi vite, mais deux, à la limite, le business model est assez intéressant pour acheter sur les dips, quoi. Donc à la limite, Ouais, tu la parce que vends là, tu pas et prends t'attends pour les dips. Là, effectivement, ça serait pas vendu. Un peu comme, on va dire, le nôtre que j'ai, que j'aime beaucoup, que j'avais présenté au début. Astroscale, c'est pareil, tu vois. Je l'ai acheté à 900. Il n'est pas vendu. Et pour moi, le business model est validé. Le marché l'a validé. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de l'acheter sur les dips, quoi. Potentiellement, il y aura un dip qui va faire moins 50%. Mais ça permettrait si je prends business, d'être intéressant, quoi. Au lieu de timer la vente et d'attendre je ne sais quoi, quoi. Parce que tu prends qu'effectivement, Black Sky, ils doivent faire à peu près la même chose que Planet Labs et enfin, ils valent, enfin, ils font 3 fois moins de chiffre d'affaires, mais ils valent pas 10 fois moins en là, je ne capi. sais pas, tu vois, Blue Sky. Bah, ils ont des satellites, pareil, ils font des images haute définition en utilisant Ok. l'IA. Après, ça m'étonne pas hein, qu'il y a d'autres candidats qui sont potentiellement non rated. Je pourrais te poser, c'est toujours intéressant. Bah, j'ai eu Pareil. quelques actions quand ça valait entre 10 et 15, j'ai pris ma petite plus-value et j'ai vendu après. Pour Ouais, c'est savoir clair, mais combien comme ça tu dis, vaut, sinon, c'est t'as compliqué. aussi les phénomènes SpaceX, hein. Demain, il y a Ouais. SpaceX, toute la liquidité va aller sur SpaceX. Ces boîtes-là vont potentiellement avoir des drawdowns de 40-50%. Et ce sera intéressant de se replacer dessus, hein. Ça, je pense que les boîtes spatiales sont les boîtes les plus cycliques, quoi. Parce que le total addressable market n'est pas du tout stratosphérique. Peut-être un peu plus pour ces valeurs-là, parce qu'elles sont assez euh, ancrées dans la réalité, j'ai envie de dire, que SpaceX, aller sur Mars, etc. Enfin, je veux dire, la réalité, c'est que, ok, c'est cool d'aller sur Mars, mais on va dire en termes de rentabilité, euh, euh, ça doit pas être terrible, Puis quoi. en plus, alors je vais pas trop creuser, mais ce que j'ai lu, c'est que sur l'introduction de SpaceX, en fait, c'est un espèce de mélange de plein de trucs à Musk Ah où oui, il y a de totalement. l'IA. Enfin, il n'y a pas que du C'est spatial, vrai que quoi. je n'ai pas. J'avais fait un post, il me semble. Enfin, un petit je sais pas sur SpaceX, où j'avais fait un peu de, justement, une fiche dessus. Déjà, forcément, tu vas oser 1,8 trillion. Tu fais 20 milliards de chiffre d'affaires. Bon, tu te payes 90 fois les price to sales. Soit. En plus, il manque le free cash flow. Mais tu fais absolument pas de marge sur la compagnie entière. Et Et derrière, ça vaut 4 fois moins au max, quoi. En ouais, c'est étant ça. gentil, ça vaut 4 fois moins. En étant très gentil, mais bon, c'est premium must, quoi.
Et derrière, effectivement, ta plus grosse rentabilité, bah, ça vient de Starlink, derrière SpaceX et derrière XAI et Twitter, quoi. Par contre, Et il y effectivement, avait Xavier Delmac a fait une vidéo là-dessus. Alors je regarde pas, ouais, évidemment, ouais. pas toujours intéressant, mais là, celle-là, je trouvais que c'était pas mal. En fait, il expliquait pourquoi c'est une sorte de braquage. C'est en fait avec le phénomène ETF, en fait, en la mettant à 2000 milliards, Exactement. il va forcer, Musk va forcer tous les ETF à acheter du SpaceX. Non, ouais, ça va squeezer et en fait, ça va obliger que ce soit bah, les passifs sont obligés d'acheter. Donc, enfin, les gérants passifs, enfin, il n'y a pas de gérants justement, mais les ETF passifs vont pouvoir acheter. Et Ça. les ETF actifs, que ce soit dans le spatial ou même classique, sont potentiellement obligés d'acheter parce que bah, dans un monde où SpaceX fait une performance, fait x2 en bourse, pour les gérants actifs, le tracking error va être beaucoup plus, enfin, le risque de tracking error sera beaucoup trop grand de ne pas l'avoir en portefeuille que de l'avoir, quoi. Enfin, Oui. justement, de l'avoir, de pas l'avoir en portefeuille que de l'avoir. Donc, ils sont obligés aussi, d'une manière ou d'une autre, d'être exposés dessus. Ce qui fait que derrière, bah, là où en fait tu te sens qu'il y a pas de liquidité qui va follow, bah en fait, si quoi. Parce que bah il y a pas le flottant, je crois que 20% des actions, il me semble, total de SpaceX. Et derrière, forcément, bah il y aura une vague d'achat un peu obligée. Et puis ceux Euh, qui sont dedans, il y a des périodes de verrouillage où exactement, ouais. tous les 2 mois, il y a 7% d'unlock. Ouais, mais Donc Musk est très très bon pour à très bien ouais. négocier son truc, quoi. Et en plus, il a réussi à bend les règles comme tu dis, ouais, exactement, les règles du Nasdaq. Euh, Ce qui fait que c'est un coup de génie, quoi. Mais bon, j'ai envie de dire, ce n'est rien pour Musk. Donc, clairement, moi, je ne m'exposerai clairement pas à SpaceX. Maintenant, ce qui est en plus extrêmement rentable, hein, et il l'a dit, hein, moi, j'ai lu un peu le S1, donc qui explique les business models. Là, ce qui est rentable de fou, c'est Starlink. Donc, on peut le voir, hein, le nombre d'abonnés Starlink, les revenus par abonné qui reste assez stable et le nombre d'abonnés qui explose, hein. Donc là, on est passé de 2, 4, 9 et là, en un quarter, on est déjà à plus de 10% de croissance. Ça va être assez dingue. Mais ce qui va être rentabilité encore plus, c'est là, il doit monter quoi, 80 milliards d'actions. Ils pourront en plus issue des nouvelles shares sur énormément, sans diluer énormément l'actionnariat. Et ils vont pouvoir surtout acheter énormément de compute. Parce que Ouais. là, ils ont signé un deal à 15 milliards, donc qui est quasiment bah, le double de leur chiffre d'affaires avec Claude pour leur Colossus là. Donc ils vont devenir une sorte de néo-cloud, hein, clairement. Ils vont devenir là les prochaines années, les prochains mois, ils vont avoir une rentabilité qui va exploser grâce à leur néo-cloud, ce qui n'a rien à voir avec le spatial, hein, mais une fois qu'ils mettront leur data center dans l'espace, on en reparlera, mais Après, là, à l'heure actuelle, effectivement, c'est le Gold Rush. SpaceX va rentrer dans la course comme toutes les autres entreprises comme Meta et tout, dans le rush de compute, hein. j'avais vu, je crois que c'est Ast qui va concurrencer Starlink, non? Salut David, t'es pas chez bonne soirée. Euh, Pardon, t'as dit? C'est pas Ast qui Si, va. je crois. AST, je suis pareil, elle avait pas mal explosé et tout. Après, c'est pareil, c'est des boîtes qui vont tellement exploser que ça m'intéressait même plus. ASTS, je crois, c'est ça? Ah, mais je veux dire, après, Starlink aura de la concurrence, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est sûr et certain. Euh, Peut-être pas la concurrence européenne, mais elle aura clairement de la concurrence américaine et chinoise. Euh, Mais oui, bah, c'est comme tu le vois, hein, bien. Euh, voilà, on va passer de 7 ans à 3 milliards dans 3 ans. Euh, on sent clairement que la rentabilité est là, quoi. 3 milliards et 3 euros cher, ça te fait pour avant, ça fait 60, on va dire. Bon, là, elle est à 120, donc forcément, le price, c'est de malade mental. Mais, mais c'est clairement le genre de boîte qui, effectivement, sont des vaches à lait, mais je veux dire, ça a déjà été payé par le marché des centaines de fois, quoi. C'est imbuvable pour se positionner à ce genre de prix, quoi. Moi, je peux pas, quoi. Comme SpaceX. Bah, là, on dirait presque un double top, hein, le graphe. En plus, sans mettre de l'analyse technique derrière, c'est clair que c'est pas l'endroit où j'ai envie d'acheter, quoi. C'est pareil, tu vois, Xiao, je me dis,
t'as eu l'accélération, le breakout, le pullback, et derrière, je vais dire, on va chercher une bande de range, et on va peut-être retaper autour des 7 qui là vont m'intéresser, tu vois. Donc, j'ai quand même pas mal de mal à monter à 10. Maintenant, la réalité, c'est que le marché, on est clairement dans une période d'euphorie, donc tout peut se passer. Ouais, mais j'ai regardé sur Zone Bourse, c'est pas si cher que ça, hein. C'est la CAPI, c'est un tiers du chiffre d'affaires, je crois. Le C'est quoi, 23 milliards de chiffre d'affaires et même pas 10 milliards de CAPI. de qui? Euh, je la fais rager là. Ouais, l'affaire est plus petit, mais Alors c'est marqué inactif, alors je sais pas si c'est les bons chiffres, mais je crois que ouais, il y a deux chefs-là, il y a chat au zéro, il y a chat tout court, je crois. Donc, il y a un truc comme ça. Enfin, je sais que sur TradingView, il y a un truc comme ça. Mais oui, elle est à 10 milliards de capi, mais eux, en price to sales, c'est clair ils sont 23, donc sur le papier, ça a l'air intéressant. Maintenant, en perspective de croissance, ça, faire, je la trouve pas encore super cher. On peut s'exposer pour la robotique, ça devient intéressant. Maintenant, est-ce qu'il y a mieux? Non, pour moi, Schaeffer reste quand même intéressant. Mais au bah, ils ont le niveau, CA, après c'est la rentabilité. Là. Zone Bourse, il dit qu'ils passent en 2026 de 14 millions à 666 millions en 2027. Ça, s'ils arrivent à améliorer leur rentabilité, elle est pas chère du tout. Là, ils prévoient un PER de 15 en 2027. ouais, après, PER de 15 en Bon, 2027, on va dire, pour leur partie automobile, c'est super cher payé, quoi. C'est vraiment pour ouais, l'option sur la robotique. c'est ça. Et est-ce que la robotique sera vraiment autour de nous dans 2 ans? Après, les marchés savent très bien, même si dans 2 ans, ils savent que c'est pas le cas, bah, dans 2 ans, ça va réaccélérer parce que bah, dans 2 ans, après dans 2 ans, ce sera encore plus. Enfin, vu qu'on sait que ça va arriver, toi, dans tous les cas. On retardera Oui, puis sachant que que l'inévitable, quoi. l'automobile en Allemagne, dans 2 ans, on ne sait pas où ce sera, quoi. Et c'est clair. Après, Schaeffer, c'est pas mal, c'est qu'ils font des actionnaires, donc ils ont quand même pas mal de partenariats avec la Chine pour l'automobile. Mais au moins, on va dire, c'est une boîte assez smart parce qu'ils ont réussi effectivement à se repositionner et ils communiquent pas mal. Oui, j'avais vu. Euh, ils communiquent pas mal sur effectivement. Tac, 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 c'était où? Oui. C'était pas là. Tac. C'était plus donc. C'était CMD, il me semble. En septembre dernier, qui était extrêmement intéressante. Et tu voyais en fait leur projection, quoi. Leur projection de. Retrouve la slide. Hmm, peut-être avant le Q&A. Bon, déjà, ils sont clairement dans quel compartiment bah, ils sont les meilleurs. Mais voilà, par exemple, 2030, 2035, et je vois quand même je vais dire que, hein, Other, up to 10%, et dans le Other, c'est clairement la robotique. Donc, ils se disent que quand même, en 2035, donc ça fait long, hein, dans 9 ans, ils se voient que théoriquement, avec que 10% de leur chiffre d'affaires en robotique. Donc, 3 milliards de robotique parce qu'ils n'ont pas des attentes stratosphériques en robotique. Et comme je dis, la réalité, c'est que le marché n'en sait rien. Déjà qu'il va se passer l'année prochaine. Donc potentiellement, la robotique pourrait accélérer encore plus forte. Et là où eux sentent que 10%, en fait, ils vont passer à 30% parce que voilà. Mais en tout cas, la compagnie en elle-même, elle dit clairement que en soit le TAM en 2035, ils arriveront à choper que X parties et ça correspond à peu près 10 milliards de chiffre d'affaires, quoi. Mais au moins, c'est une boîte qui, elle, tu sens elle va se battre pour avoir les contrats, quoi. Et on décroche déjà. Donc c'est déjà beaucoup plus que d'autres qui ne regardent pas vers l'avenir.
et qui sont bloqués, mais potentiellement, il y aura un re-rating de tout le marché européen sur justement sur la supply chain automobile. Hein. Je sais pas, des boîtes comme Valeo et autres, euh, qui sont assez... Ceux qui connaissent l'automobile, moi je connaissais pas mal un peu. Euh, c'est des boîtes qui ont été mal traquées, on est sous le 1 to price to book. Si demain, elles te sortent qu'elles ont des contrats ou une vision pour faire de la robotique, euh, elles seront, pour faire des fois 2 ça pas extrêmement rapidement. Maintenant, c'est pas Forestia qui font des dépôts d'échappement. Est-ce que vraiment, et de l'intérieur, est-ce que vraiment ils peuvent avoir un truc, un alpha, enfin, qui peut vendre quelque chose dans la robotique pure? J'en sais rien. Mais en tout cas, je pense il y a quand même des boîtes qui ont la vision et potentiellement qui sont clairement sous-valorisées par rapport à leur potentiel, quoi. Parce que bah, la robotique, c'est l'avenir, mais faut quand même payer dans 5 ans, quoi. T'investis Bah, maintenant pour. ouais, comme Renault avec les drones, quoi. Hein. C'est ça, Après, ça leur donne une corde en plus à leur arc. exactement. Maintenant, Renault, c'est reste quand même. Enfin, c'est une gigantesque boîte qui, forcément, reste quand même majoritairement automobile pure. Et des boîtes un peu plus petites, justement, qui sont bien fait matraquer, si elles ont réussi à avoir une option sur la robotique, ça peut être vraiment violent, quoi. Enfin, voilà. Euh, bon, après, plein de choses à dire. Hein. Bloom Energy, j'ai un cas, j'ai acheté aujourd'hui. Euh, euh, j'ai acheté aujourd'hui, je sais plus exactement. 2G Energy. Pareil, super intéressant. Je sais pas si tu connais Bloom Energy. Bah, ils en ont beaucoup parlé avec, comment il s'appelle, là, Ah celui ouais, qui Léopold. a 13 milliards, là. Léopold, ouais. Ouais. Mais bon, trop tard pour rentrer, quoi. Oui, Bloom Enfin, Energy, totalement. Surtout là, tu payes 95 fois, s'il te plaît, le press to book. Même si effectivement la croissance a l'air assez démentielle et tout, bon, je pourrais pas payer ça. Mais justement, 2GB, même si c'est accéléré dans les derniers jours, dossier assez intéressant. Ils font tout ce qui va être bah, des générateurs que tu mets à côté des data centers, à côté des boîtes et tout, en gaz. Tu vois, sur ça, 2GB, tech. Elle m'avait plu. J'ai pris une première position. Il faudra voir si je renforce ou pas. Mais typiquement, ils font ça. Hein. Ils font des gros gas power qu'ils mettent à côté des data centers. À Bloom, ils font pareil, mais au lieu que ce soit du gaz, je sais plus c'est exactement. C'est du fuel cell, mais c'est en gros, c'est des. C'est un truc. Montrer. il y a plus 21% aujourd'hui. Ouais, Dommage. je l'ai acheté au moins de plus 10 et j'ai vu que ça a fini à plus 21. Maintenant, voilà, c'est le Ouais. genre de truc énergie, tu sais, maintenant, ça se fait re-rater super facilement, quoi. Il y aura peut-être ouais, sur une conso, ça peut être intéressant. Hein. Potentiellement. Ménage, et sinon, ça, tu vois, ça, c'est des fuel cells, et en gros, c'est des générateurs de power generation que tu mets à côté, typiquement, des data centers. Et comme on avait dit au début, les data centers sont complètement, souvent off-grid, donc ils sont construits loin de beaucoup de choses qui demandent une consommation monumentale. Et ben, t'installes ça juste à côté d'un data center qui est en train d'être construit et il a une solution directement clé en main pour justement pouvoir fonctionner. Donc clairement, là, à l'heure actuelle, le vrai bottleneck, on peut construire je ne sais pas combien de data centers. Alors, on aura des CPU et tout, mais la réalité, c'est est-ce qu'on arrivera à avoir la puissance énergétique pour les faire tourner? C'est la grande question. Donc il y a un gros bottleneck sur effectivement ces solutions-là. Donc la solution fuel cell comme Bloom Energy. Et tu as effectivement la même chose, mais version gaz, avec justement ce que tout le monde fait qui est là, qui est super intéressant, avec une grosse option sur la demande US. Donc, ils ont déjà des gros partenariats US côté américain. Euh, je me suis positionné, souvent, je fais souvent le buy and investigate, le point de première position. Et après, je creuse vraiment, est-ce que ça vaut le coup de la garder ou pas?
Je Ok. crois que c'est Soros qui faisait aussi ça. Et Soros, pas Soros, mais peut-être un peu Soros, mais comment il s'appelle son, son padawan après. C'est pas vraiment son padawan, mais merde, comment il s'appelle, lui, gérant, c'est pareil, lui, c'est une légende. Euh, J'ai pu après Charlie Munger et compagnie, là, je sais pas. non, enfin, non, Mais Charlie Munger, non, ça c'est, je suis merde, pas comment ça. spécialiste. Je connais les noms, mais après. Ouais, Par non, mais le contre, alors nom je sais est pas si tu l'as super. entendu, mais Euh, apparemment, niveau transfo, on annonce une pénurie dans 1 ou 2 ans à ce rythme-là. Et il y a plus de la moitié des projets de data center qui sont plus que menacés aux États-Unis notamment. pénurie de quel Et truc? pardon? Pénurie de quel composant, de quel. Bah, les transformateurs en général. Ah oui, Après, je oui, vais pas transformateur. Le transformateur, creuser, mais ouais, j'ai une position dessus. C'était. Attends, je vais juste finir de trouver mon nom parce que ça me frustrait. ouais. Merde. Et Léopold machin, justement, il a acheté une boîte dans les transfos là. Ouais, bah c'est. Bah, enfin, on pourra reparler. Je crois. Ah ouais, une bonne réponse. Il me semblait que c'était que de. Il avait surtout acheté du Neo Cloud et du solaire. Euh, alors, c'est pas Michael Burry. Euh, putain, j'ai le seum de plus attends, on va regarder les noms parce que forcément, c'est un des plus gros noms, mais. Euh, il a jamais eu de down year depuis 30 ans. Enfin, c'est une légende, hein. Ah, non, attends, il m'a acheté un petit peu vite. Donc, voilà. Voilà, putain, comment il s'appelle? Stan Druckenmiller. Je connais. Non, enfin Stan Druckenmiller, il est super connu. Je le recommande. Il a ok. toujours des super points de vue. Tout ça pour dire que j'ai oublié de pourquoi je voulais pas de lui. Ça commence déjà la fatigue. Réfléchis. Même plus. Ouais, méthode d'investissement. Merci, Tchou. J'y suis. Exactement. Et en mode, bah, typiquement, lui, en mode, il avait acheté Nvidia, en mode, ok, j'aime bien Nvidia, tout le monde en parle, tout le monde en est intéressant. Et j'achète, et souvent, au bout de 2, 3 semaines, il décide s'ils vont ou pas, tu vois. Et il dit clairement que, bah, quand le marché se réveille sur des valeurs, certes, potentiellement à l'instant T, il ne comprend pas pourquoi, mais il achète, et au pire des cas, il a le drawdown de quelques pourcents après. Au mieux, bah, au moment où vous voulez vraiment acheter, le truc était à plus 25%, donc il voulait, enfin, il aurait eu la rage de pas avoir acheté. Donc souvent, il a effectivement cet état d'esprit, tu buy et après tu digues. Parce qu'effectivement, quand tu as l'idée de buy, ou en tout cas que le marché te fait sentir justement qu'on accélère sur une thématique, bah, faut mieux être dedans au tout début que avoir le investigué et après acheter à 30%, au-dessus de 30%, quoi, enfin à plus de 30%. Donc c'est un peu cette philosophie sur certains trucs. Mais les transformers, effectivement, les gros bottlenecks, et ça s'est vu, c'est, je sais pas si tu connais, Adman Power Solution, HPS.A. Non. Je l'avais acheté moi, dans les 200, 220. Donc assez content pour le moment. Mais eux, c'est les transformers classiques euh, HPS.A, donc boîte canadienne. Euh, donc ils font du pur grid, du pur grid. Je sais pas si c'est la meilleure. Donc c'est une vieille boîte, hein. Donc step down to voltage so power can be used by an application. Donc effectivement, t'en as effectivement, je sais pas si tu as les produits en elles-mêmes. Mais ouais, voilà, Smaller Transformer Focus Competition, High Performer, je sais plus ce que ça veut dire. Mais en gros, ils font effectivement ils se positionnent essentiellement sur le drive type. Ils font pas de oil field parce que le data center, maintenant, c'est plus des transformers à base de drive type. Et surtout, ils font pas mal de choses dans les smaller transformateurs, focus competitor. Donc, c'est la partie où effectivement, ils font plus du custom.
une demande custom pour, et typiquement, c'est ce qui est demandé maintenant. Et ce qui est assez impressionnant, je sais pas s'il y a les stats, c'est pas les stats, mais leur backlog a quintuplé, tu vois. Parce qu'effectivement, ce qui leur permet d'exploser au niveau, enfin, quand tu as ton backlog qui explose, tu peux scale, tu peux avoir une démarche beaucoup plus forte. Euh, et tu avais, je sais pas là si je vois, backlog plus 100% sur VS le Q1 2025, tu vois. Donc, il y a une demande phénoménale justement sur. Mais je me demande si. Est-ce que je l'ai fait? Je vais dire tout de suite. J'ai un doute. On peut pareil. Pas encore sorti, il me semblait là. Ouais, je l'ai peut-être fait et je l'ai pas encore sorti. Ah non, j'ai commencé à la faire. Je l'ai pas fini surtout. Je crois qu'il me demande, il me fallait, non, ça c'était ma mère, la rentabilité, il me fallait ouais, ça, j'avais commencé à la faire, je l'avais pas fini. J'étais en train de faire la pause justement de son backlog versus les anciennes années. Et on voit effectivement que ça c'est stratosphérique, quoi. Parce que effectivement, il y a un vrai bottleneck sur le FPS. Après, comme je vous dis, il y a des bottlenecks partout, la réalité. Et effectivement, il y en a où si tu as un bottleneck sur le data center pur, pourquoi consommer, comment continuer à produire des puces alors qu'en fait, tu sais que tu n'auras pas assez de place pour les foutre. C'est la grande question. Donc, effectivement, l'électricité, ça devient un vrai, que ce soit pour la génération ou pour pouvoir le contrôler, si je peux dire, avec des transformers, ça devient extrêmement important. Donc, Anmon Power Solution est vraiment sympa. Euh, Maintenant, elle a beaucoup accéléré. Elle va pas dire, elle a un bon, je vais pas dire qu'elle a un bon prix. Quand je dis souvent en mars, ce que je fais, c'est que je fais x20 le PE de 2028. Donc là, PE de 2028, 13 CAD, x20, 26, x20, pardon, 260. Même plus, un peu plus, tu vois, 280, 300. Là, on est tout juste, on va dire, sur une valorisation, on va dire, honnête, quoi. Donc, je l'ai pas encore vendu, mais c'est pas là où je veux dire mettre le plus gros de mon achat, quoi. Mais c'est un peu les maths de tête que je me fais, quoi. Donc, c'est un très bon candidat. Maintenant, effectivement, ça devient bien remonté, quoi. Ah, t'as dû faire une bonne perf cette année, là, vu tous les obliques que t'as pris. Les obligues? Enfin, les grosses hausses. Ouais, mais c'est ce que je disais, c'est que c'était là si je regardais sur mon portefeuille, j'ai pas eu la perte d'aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est assez stratosphérique, je crois que je fais plus de 4% sur aujourd'hui sur la journée. Donc je compterais sur un plus 61% sur un peu moins d'un an, quoi. Donc ce qui est assez fou, il y a bien mieux autre part, parce que la réalité, le plus difficile que j'ai fait, c'est effectivement une allocation avec à peu près 30 positions, quoi. C'est pas sur 5 positions, quoi. Je me dis que j'aurais potentiellement pu être un peu moins diversifié. Après, c'est toujours pareil, on peut toujours en faire mieux. Mais le problème, c'est le plus gros regret sur les différents trucs, c'est pas typiquement les AEHR, donc acheté à 13, vendu à 21, plus 60%, c'est super. Euh, oui, c'est un AEHR, hein. Je l'ai acheté à 13, je l'ai vendu à 13, je l'ai vendu à 21. C'est à 110 balles. Et en la réalité, Ah, c'est que moi, la croissance, elle va facile, je pense, peut-être taper les 200, quoi. Donc il y a des trucs comme ça. AIP, c'est pareil, j'avais fait plus 60%, j'étais super content, mais en fait, on sous-estime la capacité du marché et la croissance, le forward looking du marché, quoi. Donc, assez impressionnant. On aurait pu faire mieux, mais après, c'est toujours pareil. On regarde dans le miroir, dans le rétro. Maintenant, la question, c'est que c'est super simple de gagner de l'argent à l'heure actuelle, un peu, on va dire, pour fermer le live, mais en soi, le mot de la fin, c'est que, tout le monde, c'est très simple de faire
c'est très simple d'avoir de la rentabilité. Et la réalité, c'est que quand ça va arrêter d'être simple, euh, ce sera extrêmement violent. Et ce sera là où on verra effectivement ceux qui sont juste bons à trouver du bêta et à surfer quand ça monte. Et ceux qui savent contrôler, un, leur bêta et deux, leur couverture de risque une fois que la fête est finie, quoi. Parce que la fête sera forcément finie à un moment, quoi. Ouais, c'est ça le pire en plus, je pense, c'est que il y en a un peu comme moi qui évitent de prendre les graphes en haut, qui restent sur des boîtes qui comprennent des valos cohérentes, tout ça. Exactement. Et quand, je sais pas si dans 2 mois on a un crash, tout ça, le pire c'est qu'on va, alors ceux qui ont fait les actions qui ont fait 1000 ou plus forcément vont plus corriger, mais on mangera toutes quand même, quoi. C'est ça qui est 1000%. C'est le problème que l'injustice. je vois ici, effectivement. Les gens, ils sont tout le temps sur un pen flat sur l'année et tout. Ils se disent, ouais, bon, c'est pas grave, au moins, on est tout plus défensif, etc. La réalité, c'est que si euh, on a un crash, enfin, en tout cas, au moins un énorme pullback sur les US, ces boîtes-là vont prendre forcément plus cher que les autres. Maintenant, tu seras à moins 30 aussi, quoi. Les autres sont Bah, à c'est moins ça, 50, moins 60, mais ils ont fait plus 80%. Donc, à la limite, ils seront quasiment flat par rapport à toi, sauf qu'ils sont plein de rodins encore plus gros, quoi. je crois que c'est Nathan sur Twitter là qui a un portefeuille essentiellement chinois avec PDD, Alibaba et Ouais. compagnie. Il doit être à moins 20% en un an avec ces chinoises qui n'ont rien fait. Et alors c'est vrai qu'elles sont pas forcément très chères, mais le pire c'est que s'il y a un crack dans 2 mois, Exactement. euh, C'est problématique de là, comme être Meta, Amazon et tout, hein, c'est des super boîtes qui sont sous-valorisées par le marché. Mais le marché veut juste les faire miser sur tout ce que Amazon et Meta achètent. Et deux, c'est le moment où la fête est finie. Bah, ces boîtes-là, elles sont encore plus exposées parce qu'ils ont dépensé des centaines de milliards pour acheter des composants qu'en fait, un, potentiellement, ils ne pourront même pas utiliser. Et deux, ils les ont payés 6 fois trop cher, quoi. Donc, ouais. elles prendront aussi extrêmement cher. Donc, c'est la problématique à 100% du marché, quoi. Donc, en soi, je reste te dire que ça reste facile de faire de l'argent, de s'exposer sur les bêtas. Maintenant, quand la mer va se retirer, on verra qui est à poil, quoi. Euh, et j'espère que pour l'instant, je préfère dire que j'ai une très bonne perf parce que j'ai beaucoup de bêtas et tout. Certes, j'ai sélectionné les bons bêtas et tout. Maintenant, on verra aussi la perf. C'est pour ça qu'une perf sur un an dans un pure bull market comme ça, pas très révélateur si tu veux confier ton argent à quelqu'un qui. Enfin, c'est comme faire beaucoup d'argent en 2022 pour les crypto, quoi. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai pas parlé de crypto. Après, il n'y a pas grand chose à. Il n'y a pas grand chose sur le côté crypto, mais voilà. À voir ce Mais que l'avenir nous merci. réserve. Ouais. Non, merci pour le live, c'était sympa. Bon, Ouais, bah merci aussi pour toi, ta participation, hein. C'est toujours mieux d'échanger. j'étais Euh, un peu seul à parler, ça me dérangeait, mais Ouais, bah c'est souvent, il y en a un qui se sacrifie. Il y en a un qui se sacrifie, qui prend la parole pour échanger et tout. Des fois, il y a personne, ça dépend, mais justement, c'est mon intérêt d'échanger, quoi. En plus, tu m'as fait découvrir des valeurs. Je regarde TMDX, je l'avais vu de TMDX, je l'avais vu de loin. Mais là, ce sera l'occasion potentiellement de creuser déjà le à dossier. 130, tout le monde en parlait, et là à 60, plus personne n'en parle, Ça, c'est impressionnant. c'est classique, tu vois. C'est vraiment le momentum, quoi. Quand ça monte, tout le monde en Alors parle. que il y a rien de mauvais, c'est juste ils ont investi, c'est tout quoi. Ouais, c'est clair. Yes, je referai, il faut que je refasse live la semaine prochaine. Surtout que j'ai même pas parlé de crypto, donc bon, je pense pas que la crypto bouge beaucoup d'ici une semaine. Ah. Mais faut que je replanifie ça toutes les semaines, comme je faisais avant. C'est un peu plus intéressant. Puis, je veux dire, c'est pas comme s'il y avait pas grand-chose à dire, quoi. Ouais, Et bah, merci à toi, Q, merci à toi, Fabien. On se dit merci sûrement merci. potentiellement la semaine pro si vous êtes là. Bah, C'était un écoute, on plaisir. verra sur mon programme. Bon, j'ai fait le con niveau crypto. J'ai mal géré mes leviers, ça s'est mal passé. Ça, levier plus Enfin, je me crypto. suis fait liquider sur Hype, c'était ma grosse position à quelques centimes, enfin un scandale. Bon, maintenant je serai millionnaire, hein, tant pis. Merde. Ouais, ça c'est, Ouais. ouais, ça, je pense que je veux dire, c'est la beauté et la. Bah, je me suis fait un peu.
voilà, je parlais avec quelqu'un sur Discord, tout ça, je commence à faire des leviers, et puis ouais. Ah ouais, une chose entraîne une autre. On, re- Bah après, c'est pareil sur même on, notre on avis. Hein, recharge, on recharge pour pas se faire liquider, et puis au bout d'un moment, bah, on perd tout. Dommage. Ouais. C'est le jeu. Là, c'est vieux. Mais on pourra reparler hype, ça reste quand même une boîte. Enfin, une boîte. C'est un peu le lapsus, mais une crypto Ah intéressante. ouais, c'était un bon choix. Après, j'avais Eigen aussi, mais j'avais surtout Hype en position. Mais ouais, bon, c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est comme ça. C'est le jeu. Ok, bah Ouais. ça marche. Merci, Et bah, allez, bonne soirée à bonne tous. soirée. Tchuss.